Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Cyril. Coucou. Xavier. Bonjour. Et Laurent. Salut Véro. Ah, il prend la place de Talal. Voilà, parce que Talal, malheureusement, n'a pas pu venir à la dernière minute. On lui fait des gros bisous et il sera avec nous la prochaine fois. Voire plus que des bisous. Voire plus. Alors dans le PIFcast, nous commençons toujours par l'œil du pif, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre. Puis nous passons au dossier. Aujourd'hui, comme à chaque première émission de l'année, et là c'est vraiment le premier jour de l'année, d'ailleurs bonne année à tous les cas. Oui, c'est vrai, bonne année. Il faut savoir que là on est en train d'enregistrer avec des tutus sur la tête et tout. Non, des cotillons on et enregistre tout. beaucoup plus tôt que début d'année. Du coup, s'il y a eu l'apocalypse avec tout ce qui se passait en mouvements sociaux à la fin de l'année, en fait c'est la canicule là, on est au mois d'août. On en parlera de façon très positive. On va être super positif, de toute façon la Terre sera partie en vrille et tout, et nous on est en mode ouais, bonne année. Oui, c'est très ça qui est génial, c'est ça qui est génial. Voilà. Bref, comme à chaque première émission de l'année, on remet en lumière les films oubliés de l'année 2019. Et enfin, nous terminerons avec Cyril et son choix de bande originale. Que vous ne connaissez pas. Non, c'est vrai. C'est vrai, tu nous l'as caché, coquinou. Je vous l'ai caché. Du coup, on commence par l'œil du pif, on commence avec Xavier. Je le sentais. Ça faisait longtemps. Ouais, oui, C'est jamais arrivé quasiment qu'il commence. Si, bien sûr que si. Ah ouais. Traitement de faveur. Ouais, Bah non, au contraire, c'est pas fait loin. Tu voulais commencer ? Non, vous dites si je vous Vas-y. Non. Oh là là. Donc du coup, moi pour commencer cette belle année, j'ai décidé de vous montrer, de vous parler de quelque chose de très positif, de très enjoué, une sorte de poème visuel. Je vais vous parler d'un court-métrage réalisé par Peter Christopherson en 1992 qui s'appelle Broken. Bon, aucune réaction. Si, je crois que... voilà. Ah, il y en a un qui commence à... Donc en fait, Broken est un court-métrage où un psychopathe va prendre une personne au hasard dans la rue et va la torturer. Et toute cette histoire, enfin cette pseudo-histoire, va être entrecoupée par des clips de Nine Inch Nails. Parce qu'en fait, il s'agit tout simplement d'un court-métrage qui avait été réalisé pour prolonger l'expérience de l'album Broken, sorti en 1992. Donc, c'est un court-métrage qui est quand même extrêmement particulier, qui pendant longtemps était une sorte de Graal absolu à voir. C'est un court-métrage extrêmement violent, malsain. C'est sale, c'est vraiment sale. Et surtout, c'est parmi les premières œuvres mélangeant found footage et torture porn. Donc là, on est, je vous le dis tout de suite, même si j'ai parlé de clips à un moment donné, 92. Ah, 92, d'accord, oui. Même si j'ai parlé de clips, on reste quand même dans une œuvre qui arrive quand même à être assez cohérente d'un certain point de vue. On est dans une œuvre expérimentale où il y a finalement assez peu de scénarios. Et on est en fait dans quelque chose qui est extrêmement sensitif. C'est vraiment un coup de poing dans la gueule qu'on va se prendre. Un petit peu comme à l'époque quand tu écoutais l'album pour la première fois, c'était un peu waouh quoi. Bref, c'est tourné comme un film amateur. Donc il y a un ensemble de scènes qui ont été créées uniquement pour le court-métrage, oui. Et donc des clips donc de Pignon, Wish, Help Me I'm in Hell, Happiness in Slavery et Gave Up, mais qui est une version autre que celle qu'on peut connaître où on peut voir Marilyn Manson. Qu'est-ce que je pourrais vous dire qui pourrait vraiment... C'est difficile de se rendre compte en fait, à l'heure actuelle de ce que peut représenter Broken. En fait. À l'époque, c'est un moyen donc d'exprimer en plus, de manière visuelle, la rage de Reznor. Ça a été conçu comme ça, à une époque où ça allait plutôt mal pour lui, à la fois d'un point de vue sentimental, il sortait d'une rupture, et avec sa maison de disques de l'époque, avec qui ça se passait pas bien du tout, il était en litige, puisque eux, suite à Pretty Hate Machine, voulaient absolument qu'il fasse une sorte de synth pop commercial qui puisse passer en radio, alors que lui voulait absolument pas. En a résulté donc l'album Broken, qui est un film sur la destruction et l'anéantissement. C'est un album extrêmement sombre et conçu et écrit de manière très sale. Et très naturellement, du coup, il a réussi à arriver sur ce concept assez particulier.
Au niveau du réalisateur, Peter Christopherson, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, s'il l'a embauché, c'était en même temps pour pouvoir travailler avec ce monsieur, puisque bon, je pense que la majorité des gens le connaîtront pour son travail sur Coil, mais autrement c'est aussi un des pionniers de la musique indus avec Throbbing Gristle. Et autrement, pour ceux qui sont un peu plus fans d'expérimental, il a aussi œuvré dans Psychic TV. Voilà, donc là je parle peut-être un peu obscur pour beaucoup. C'est comme Liquid TV, c'est ça, c'est les trucs. Pas du tout. Non, c'était là c'était de la musique expérimentale mais qui mélangeait aussi vidéo. D'accord. Voilà. C'est à la base en fait on pourrait vraiment prendre ça comme une sorte de snuff, une sorte de pseudo snuff. Et en fait à la base ça a été sur une VHS qui n'a jamais été publiée. Alors d'après la légende, Reznor aurait filé cette VHS à quelques amis triés sur le volet. La légende voulait même que les drops, parce qu'il y a des défauts vidéo qui ont été voulus sur l'œuvre, que les drops n'étaient pas les mêmes suivant la copie de la VHS. On aurait pu retracer qui aurait fait leaker le truc. Et une autre légende dit que apparemment il aurait laissé une poignée de VHS comme ça dans des vidéoclubs pour que ça se propage, voilà, un petit peu, un peu en mode ring, tu vois. Voilà. Et en fait, grâce à ça, c'est devenu une sorte de Graal. Tu avais connaissance de la chose, tu voulais absolument voir ce truc, mais c'était extrêmement difficile à l'époque. Il a comme communiqué sur le fait que ça sortait, non, non, même pas. Comment les gens savaient qu'il y avait ce truc-là, en fait c'est des gens qui sont tombés dessus par hasard, qui ont essayé de trouver l'origine du truc, enfin voilà, quoi. Et la beauté de la chose, c'est que du coup, comme on était en VHS, il y a eu un phénomène de copie qui se faisait. Donc ceux les vieux comme moi se souviennent de l'époque où tu allais copier tes VHS. Sauf qu'à chaque copie de VHS, tu perdais une génération. Donc tu dégradais l'image. Et du coup, en fait, on est arrivé à une œuvre très particulière puisque c'était une œuvre vivante. Plus le film était copié, plus il était dégradé. Et donc, les scènes réalistes qui entrecoupent les clips, en fait, sont devenus encore plus réalistes parce que finalement, tu voyais de moins en moins bien ce qui se passait. Donc, c'est devenu une œuvre interactive, d'une certaine manière. Comment tu l'as vu, là, du coup ? Alors moi, à la base, je l'ai vu suite à un leak de 2006. Donc, ça datait, voilà. Et en fait, j'ai eu envie de le revoir maintenant, à notre époque. À notre époque, 13 ans après, quoi. Mais j'ai eu envie de le revoir comme ça. Et je suis toujours fasciné par ce truc, quoi. C'est dingue, c'est juste dingue. Ça dure combien de temps ? Ça dure 20 minutes. Ça vaut vraiment le coup. Mais vraiment, ça te rappelle des souvenirs quand t'as mon âge, parce que tu te souviens à quel point ce genre de truc, quand on entendait parler, c'était ultra galère. D'ailleurs, justement, j'ai chopé une petite phrase donc, de Rob Sheridan, qui à la base était un animateur du fansite de Nine Inch Nails. Et en fait, il s'est fait embaucher par la suite comme directeur artistique de Nine Inch Nails. Il avait dit « Quand j'étais ado, c'était une sorte de merveille enfouie, le genre de légende urbaine alternative qui n'est plus réalisable techniquement. Les gamins d'aujourd'hui ne peuvent pas comprendre ce que ça fait d'être sur la piste d'une vidéo si rare. Il suffit maintenant d'une recherche Google. » Et effectivement, malheureusement, j'aurais tendance à vous dire que oui, il vous suffira d'une recherche Google pour le voir. Tu peux pas commencer l'année en me disant « C'était mieux avant ». Non, alors, je suis pas en train de dire ça du tout. Je dis juste que c'est ce qui est quelque part dommage, c'est de ne plus pouvoir avoir une œuvre équivalente. Je vais te redonner du baume au cœur. Voilà. Alors attends, j'ai deux remarques. La première, c'est est-ce que ça ressemble pas trop à cet infâme boost qu'est The Bunny Game ? Non. Merci. Voilà. Deuxièmement, j'ai ouï dire très récemment, à travers un papier qui va apparaître dans le prochain Mad Movies, as-tu entendu parler d'un film qui s'appelle 39, réalisé par Gary Sherman ? Ça me dit quelque chose, oui, effectivement. Gary Sherman, réalisateur de Réincarnation, Le Métro de la Mort, etc. Au milieu des années 2000, un ami à lui, je crois, lui a soumis... il a eu un budget pour faire un found footage. Il avait lu un scénario qu'il avait trouvé beaucoup trop violent et dégueulasse, mais sauf que en fait, il a dit non, et puis l'idée n'arrêtait pas de lui tourner dans la tête, et finalement il a dit ok, mais je vais le faire au max de son potentiel, donc il a payé la moitié du budget, le film a coûté $100,000, un pote à lui a mis l'autre moitié, donc du coup totale indépendance. Ça s'appelle 39, film by Carol quelque chose. C'est l'histoire d'un tueur en série qui kidnappe un psychologue pour qu'il soit son biographe officiel, et le tueur en série a tué 39 personnes et il a filmé chacun des meurtres.
Et le film est donc composé des vidéos qu'il a filmées. Le film a été diffusé dans 2 festivals seulement, une diffusion à chaque fois, une fois à Fantasia et une fois dans un festival à New York, le festival de Fangoria. Et c'est tout. C'est Brooklyn. Et c'est tout. Et Gary Sherman a dit je ne veux plus que le film soit montré. C'est trop violent, c'est trop déstabilisant. Je ne veux plus que ce film soit montré. Des auditeurs vidéo l'ont approché pour lui demander. Il a dit refuser. Donc il garde ce film. Personne ne peut le voir, mais on sait qu'il existe et apparemment c'est ultra vénère. Et voilà. Donc, voilà ton nouveau Graal. Pif 2020. J'ai vu un film comme ça, moi, le film de comment s'appelle George McFly. Marty. Non, Crispin Glover. Oui. Crispin Glover, il a fait 2 films, What Is It et What Is That, je crois. Et j'ai vu What Is It, et What Is It, tu peux le voir que si jamais Crispin Glover est là pour un festival. Ouais. Et il amène lui-même ses bobines 35 mm et tu peux le voir qu'en sa présence. Du coup, le film, il n'y a pas de support vidéo, il n'y a rien pour le voir. Et le film était pas mal sans plus, quoi, mais voilà, c'était un film que tu peux voir que dans ces conditions-là, en fait. Et j'ai pas vu la suite, j'ai vu le premier, mais j'ai pas vu la suite, quoi. Donc tu vois, il nous reste encore quelques trésors. Oui. Mais après, le but était tout simplement pas de dire que c'était mieux avant, c'est vraiment que. Non, c'est surtout. Mais voilà, mais tu vois, au moins ça fait plaisir de voir qu'il y a ça, mais avoir ce truc qui est moins dans l'instant présent, où voilà, te dire que. Le plaisir de la recherche influait beaucoup sur le plaisir. Mais même nous, on est des petits cons parce que quand je parle avec les plus anciens, ils me disent, moi à l'époque, le film il passait au cinéma et on ne savait pas quand il est repassé. La vidéo n'existait pas en fait. Donc, j'allais dire, chaque génération, et ça s'arrange à chaque fois. Mais de toute manière, il y a une espèce de dépassionnisation de la cinéphilie aujourd'hui. Oui, bien sûr. Elle est différente Non, moi je trouve parce qu'il y a un côté. En fait, maintenant. Pour se faire une culture cinématographique, il n'y a plus d'effort à faire. À part juste de poser son cul. Tellement de films. À part de poser son cul et de enclencher le truc. Avant nous, on voulait voir un film asiate qu'on savait qu'il n'allait jamais sortir. Il fallait qu'on aille bouger notre cul pour aller l'acheter dans un centre commercial. Mais t'as toujours un effort de savoir ce qu'il faut regarder. Mais tu le fais bouger. Moi, je vois mais t'as aucun effort physique. T'as pas de mouvement physique. Tu restes chez toi dans ton canapé. Tu vas sur un site qui te dit tiens, il y a tel film qui sort. Ah bah ça m'intéresse. Du coup, tu cliques sur un autre site, tu récupères le film tout de suite et c'est tout. Nous, on voulait voir un film. Il fallait parfois qu'on attende un mois. C'est génial en même temps. 2 mois. 6 mois, 1 an, c'était autre chose. Pareil, les gens disaient ce film-là, c'est con que je l'ai pas découvert sur grand écran. Je me suis rappelé que moi, la plupart des films d'horreur que j'ai adoré gamin, je les ai vus sur VHS. Moi aussi. Evil Dead, j'ai vu en VHS et pourtant j'étais comme un fou devant. Donc la télé était qualité d'image pourrie, une télé toute petite et tout. Les films ont toujours cette force. Je pense que des gens peuvent être fascinés par un film qu'ils vont voir sur leur téléphone portable. Non, mais c'est juste que maintenant, tu peux avoir 15 chocs cinéphiles dans ta journée si tu veux. Tu chopes 15 bons films, tu télécharges 15 bons films. Ils ont besoin de précepteurs en fait. Ils ont besoin les plus jeunes ont besoin de gens. C'est que les youtubeurs ça fonctionne à fond. Chaque en festival, je sais que ça marche bien parce que les gens ont besoin qu'on les guide. Oui, bien sûr. Et même nous aussi. Justement, il y a tellement une pléthore de choix que c'est ça la différence. Les gens nous disent en commentaire. Comment y accéder, mais c'est quoi la rareté. Il n'y a plus la rareté qui faisait qu'il y avait une espèce de. Attends, quand t'avais le putain de DVD. Elle va arriver, mec. Parce qu'avec la VOD, la SVOD, et qu'il n'y aura plus les supports physiques, et que Disney dira non, on met plus les vieux films. Oui, mais il y aura toujours le piratage. Ouais, mais ce sera pas facile de retrouver un fichier parmi la masse internet et tout. Non, t'inquiète, ça va revenir, mais différemment en fait. Toi, tu préférais la frustration, toi. Le mec il se met on veut pas savoir ce qu'il s'accroche. Stop cette blague. Il y avait un plaisir d'avoir l'objet, de te dire ça y est, enfin je l'ai. Mais c'est différent. Mais voilà, pour finir, juste pour dire que en ayant revu Broken, l'œuvre ne plaira pas à tout le monde, je vous le dis tout de suite. C'est extrêmement violent, c'est extrêmement graphique. Donc si c'est pas votre cam, juste ne le regardez pas. Les plus jeunes ne le regardez pas non plus, c'est pas regarder en dessous de 18 ans, voilà, au moins c'est clair, c'est annoncé. Et le fait de le revoir, voilà, pour moi c'est quand même un court-métrage qui, je pense, a quand même inspiré quelques personnes. Vous verrez, il y a des petits trucs vidéo, il y a des super bonnes idées de réalisation, c'est un truc de fou. Et surtout, c'est une œuvre qui a quand même réussi à survivre à sa hype, même une fois que le Graal est passé, je trouve que l'œuvre reste forte. Beaucoup pourraient taxer ça de purement gratuit, mais non, il y a une vraie réflexion sur ce qu'on pouvait montrer, jusqu'où on pouvait aller dans un clip, jusqu'où on pouvait aller dans l'œuvre. Le film, du coup, a été piraté en VHS, il a été piraté sur le net, il y a eu une tentative de Reznor de mettre son œuvre sur Vimeo,
il s'est fait éjecter. 3 ans plus tard, il a réessayé de mettre sur Vimeo. Dans la journée, le truc s'est fait éjecter. C'est reparti dans les limbes de l'underground. Il va sur Dailymotion, c'est réglé. Ça aurait été bon, il y a tout qui passe. Hein. Ou sur Pornhub, il a foutu, ça n'a pas été un problème. Mais en même temps, voilà, quoi, il y a d'autres manières de le voir. Et je vous dirais juste qu'on ne mettra pas de lien pour le regarder. Tout simplement parce que parce que Laurent a décrété que c'était trop facile, donc sortez-vous les doigts et allez sur Google. Non mais c'est important, ayez au moins le plaisir de la recherche. Alors du coup ça va vous prendre 5 minutes, mais au moins voilà, ce sera mais par contre, vous aurez un petit truc. Ce qui est intéressant, c'est que là on a eu un embryon de discussion, parce qu'en fait finalement on est toujours en train de parler des films, on n'a jamais de réflexion, on va dire, sur un sujet précis comme ça. Je sais pas si ça peut intéresser les gens, mais on parle souvent de l'événement de genre et on s'embrouille un peu là-dessus, puis finalement on passe à autre chose, mais on n'a jamais fait de sujet thématique sur un débat finalement. Après, si on est tous du même avis, quoique c'est pas d'être le cas. Hein, non, c'est vrai, ça peut être intéressant. On parlera moins de films, mais on parlera peut-être pas souvent, c'est juste un avis qui n'engage que nous. Oui, mais si ça vous intéresse d'entendre une fois, pas non plus que ce soit récurrent, mais un débat une fois sur un sujet précis. Voilà, quoi. Je sais pas, j'y pensais comme ça à l'instant, parce que je me dis, c'est intéressant, on n'a jamais fait cette... Et toi, ton œil alors? Ah putain, elle lâche pas l'affaire. Elle lâche pas l'affaire. Je vais anticiper un truc que Laurent va faire après, mais c'est marrant, j'avais l'idée de le faire, et comme il a dit qu'il allait le faire aussi, je vais le court-circuiter. Et là, vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? J'ai dû, malheur sur moi, j'ai dû m'abonner à Netflix pour pouvoir voir des films qu'on va parler juste après. Oh zut alors. Du coup, ce week-end, j'ai un peu... Tu t'es abonné exprès? Ouais. Pourquoi tu m'as pas dit? Non, j'ai pris le mois gratuit, je pense que je me désabonnerai fin décembre. 36-15 ma vie. Non, mais c'est important pour la suite, en fait. Pourquoi je dis ça? C'est que du coup, j'ai binge-watché plusieurs choses. Et je veux pas vous parler d'un truc, mais de plusieurs trucs, mais de façon très petite à chaque fois. Et d'ailleurs, plusieurs n'ont rien à voir avec le fantastique, donc c'est ça que je vais aller très vite dessus. Déjà, je vais juste parler d'un coup de cœur que j'ai eu au cinéma, qui n'est pas du coup fantastique. J'en parle très rapidement. C'est À couteau tiré, le film de Ryan Johnson, que j'ai trouvé vraiment mortel, quoi. C'est un film plaisant. Les gens ont applaudi dans la salle à la fin, tellement c'était galvanisant. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, mais quoique là on est le 1er janvier, donc le film sera déjà un peu rincé, mais bon voilà, n'hésitez pas à aller le voir. Et les deux choses que j'ai vues ce week-end sur Netflix, alors le premier qui n'a rien à voir avec nous, j'ai vu la série mini-documentaire sur Grégory, le petit Grégory. C'est à la fois Twin Peaks à la française, donc j'ai dit pourquoi pas, ça pourrait coller, mais c'est pas de ça que je veux parler, hein, mais juste pour vous, si vous avez l'occasion de le regarder, ça résume plutôt pas mal l'affaire. Et moi j'ai pas le droit de parler de jeu de plateau, je dis ça, je dis rien. De jeu de plateau? Entre le petit Grégory et le jeu de plateau, je pense que les gens ont tranché, monsieur. Ça dépend. À la base, j'ai fait parler de l'application Yuka qui permet de choisir les bons produits, je me dis c'est quand même un peu trop poussé niveau méta, je me suis retiré. Non, je vous parle d'une série documentaire qui s'appelle The Movie That Made Us, qui a été fait par l'équipe des gars qui ont fait The Toys That Made Us. Donc, à la base, The Toys That Made Us, c'est 2 saisons, il y a une 3e qui vient de sortir, où ils vont parler de l'historique d'un jouet, genre les Musclor, Barbie, machin et tout. Et là, ils ont décliné du coup le concept sur les films. Alors, finalement, en gros, c'est des making-of comme on en voit tant, mais ils ont une sorte de formule plutôt sympathique qui fait que ça se regarde bien. Il y a 4 films là dans cette première saison. Il y a 3 films qui ne nous intéressent pas et un film qui nous intéresse. Donc, il y a Dirty Dancing, c'est pas du tout pour nous. Maman, j'ai raté l'avion, et Die Hard. Donc ça, c'est 3 films qui sont pas fantastiques, mais ils parlent de Ghostbusters, le tout premier Ghostbusters, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Donc si vous avez l'occasion de regarder sur Netflix cette série documentaire, allez-y. C'est pas du grand, vous allez pas apprendre grand chose, mais c'est comme pour le petit Grégory, ça synthétise bien, je trouve, une histoire, et si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et que ça dure qu'1 heure, vous allez apprendre plein de trucs sur chacun des films dont je les ai cités. Voilà. Donc c'est vraiment un œil du pif très très court, histoire de dire que j'ai ce que j'ai vu. Avec le pif, j'ai pas trop le temps de voir. Ah, c'est tout? Oui, c'était tout. Bon, c'est mon tour alors. Voilà. Est-ce que vous avez vu d'ailleurs cette série documentaire ou le petit Grégory, je sais pas Pas encore, non. Non, il paraît que c'est bien, mais voilà. C'est réalisé par Gilles Marchand. Ouais, j'ai vu ça, ça m'a surpris. Moi, honnêtement, j'ai pas envie, mais bon. Enfin... Ah, c'est pas festif, hein, ça c'est sûr. Hein. Non, ce qui m'a fait marrer dans le petit Grégory, je vais te laisser la parole après, c'est que je me suis imaginé comme c'est mondial, Netflix. Il y a peut-être des mecs en Thaïlande ou je sais pas, oui, ou en alors Australie par contre, qui ont c'est ça. vu l'histoire Apparemment, du c'est petit ça qui a Grégory. intéressé, c'est que les gens connaissaient pas l'affaire. Ouais, donc du c'est coup, exotique pour eux. Bah oui, c'est rigolo. Je me suis dit, c'est comme nous quand on voit un documentaire sur un meurtre qui s'est passé au fin fond du cul d'Amérique. Entre Making a Murderer et le petit Grégory, je sais pas, ça fait tellement franchouillard notre truc, ça fait un peu le genre. Ouais, c'est ça qui plaît, il y a un côté exotique. Mais c'est rigolo, voilà, donc ça m'a fait marrer. Voilà. Vas-y, Véro. En parlant d'exotisme, moi j'ai parlé d'un film tchèque de 1968. Voilà. Ça y est, voilà, Xavier, tu déteins sur tout le monde. Voilà, désolé. Bravo. Non, mais en That's fait, my girl. à la faveur d'une ressortie en salle, j'ai pu découvrir L'incinérateur de cadavres de Juraj Ers. Je prononce bien, Xavier, c'est bon? C'est beau quand tu parles. Je fais pas tchèque il a une petite LV2. larme là au bord de l'œil. Je suis tellement fier de toi. Non, mais du coup, c'était un film qui était sur ma virtuelle Shameless, parce que j'en ai pas quand même en vrai. Mais genre, ça faisait longtemps que j'avais entendu ce titre-là, et là j'ai vu qu'il ressortait, donc c'était fin novembre, il est ressorti en salle, et du coup je me suis dit que c'était l'occasion jamais de le voir. Donc rapidement, le pitch, c'est
enfin, c'est dommage de dévoiler le pitch, mais bon, vite fait, quoi. C'est Kopfrinkel, un croque-mort qui porte un intérêt assez poussé à l'incinération, à la méthode d'incinération pour se débarrasser des cadavres. Il trouve que c'est la meilleure façon de retourner à la poussière le plus rapidement. Et en fait, on va voir comment il va se convertir de manière très studieuse et voilà, appliquée à l'idéologie nazie parce qu'on est à 2 doigts de l'invasion de son pays par l'Allemagne nazie. Donc voilà. Et alors c'est dit comme ça, on est dans la gaieté ce début d'année, n'est-ce pas? Dit comme ça a l'air très sombre, ça l'est, mais en fait le film, donc c'est un film quand même en noir et blanc. Il aurait pu être en couleur à cette époque-là, mais et d'ailleurs le réalisateur le voulait en couleur à la base, mais son chef-op a dit j'arriverai pas à faire ce que tu me demandes, donc c'est noir et blanc rien. Et comme il voulait ce chef-op à tout prix, je vais pas vous dire le nom du chef-op parce qu'on sait très bien que les chef-op c'est déjà compliqué, mais là c'est un film tchèque, donc stop. Donc voilà, donc du coup c'est un film en noir et blanc, mais par contre tout le début, et tout le film de toute façon, est vraiment étrange. Il y a un côté vraiment surréaliste. Donc c'est porté par le personnage principal qui est joué par un acteur qui s'appelle Rudolf Rusinski, qui est incroyable. Il a vraiment un côté Peter Lorre dans M le maudit, cette bonhomie inquiétante en fait. Et donc il y a pas mal d'humour, c'est un espèce d'humour noir, c'est assez macabre tout le début. Des fois on comprend pas trop ce qui se passe au début, il faut un tout petit peu s'accrocher au début. Et il y a aussi une manière de réaliser le film, donc il y a des espèces de fish-eye, des plans hyper serrés sur les personnages. Il y a un montage très particulier qui est vraiment c'est bluffant. Rien que pour le montage, c'est rare qu'on remarque complètement, autant le montage dans un film, je trouve. On parle de réalisation et tout. Là, vraiment, le montage a quelque chose de très particulier. Donc, rien que pour ça, faut que vous le voyez. Et en fait, donc voilà, ce début de film est un peu étrange. Et petit à petit, en fait, les pièces du puzzle se mettent en place. Et là, vraiment, on est devant un chef-d'œuvre malaisant, mais drôle. Franchement, c'est vraiment un film à voir. Je pense que c'est à mettre au panthéon des films sur les serial killers, à côté de Henry et voilà. Et loin devant Joker, que vous pouvez déjà oublier sur l'année 2019. Ce qui est intéressant, c'est que Hers, donc le réalisateur, c'est un ancien déporté. Donc quand il était enfant, il était déporté pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, il adapte là un roman de Ladislav Fuchs, qui lui-même était homosexuel en fait pendant la guerre, et qui du coup s'est forcément identifié aussi au sort qui était réservé aux Juifs. Et vous verrez dans le film, le personnage du fils du croque-mort représente vraiment ce que pouvait être l'écrivain Ladislav Fuchs. Donc c'est-à-dire cet homme un peu à part, chétif, clairement homosexuel. Il y a des références dans le film assez marqué à son homosexualité qui font qu'il trouvera pas forcément sa place suite à l'invasion. Voilà, donc du coup c'est un film qui est ultra accessible quand même, malgré c'est un film fou en fait. J'ai vraiment du mal à en parler. Je suis sortie sonnée de la séance. Voilà, je sais pas si vous l'avez vu. Bon, évidemment Xavier l'a forcément vu parce qu'il maîtrise le cinéma tchèque, mais chef-d'œuvre, tu as tout dit. Voilà, ouais. Chef-d'œuvre. Moi, personnellement, c'est typiquement le film que je pourrais montrer à quelqu'un qui me dirait... Quelqu'un que j'aime pas. Voilà, disons que si au hasard, je croisais quelqu'un qui me disait que les films tchèques, c'est chiant, ça dure 3 heures, c'est ci, c'est ça. Ouais, c'est pas le cas. C'est typiquement le film que je vais montrer pour lui dire, tu sais, le cinéma tchèque, c'est ça aussi. Et une claque dans la gueule, quoi. C'est un monument, ce film. C'est vraiment un monument. Faut pas trop en savoir non plus. Faut pas trop se déflorer, mais franchement, allez-y, mais sans problème, quoi. Ouais, il vous prend par la main et il vous emmène, et c'est un cauchemar. Moi, il est sur ma chamelist, donc voilà. Moi, je me suis endormi devant quand j'ai commencé à regarder. Je suis désolé. Non, mais je te conseille que le début. Moi, j'étais contente de le voir en salle aussi, parce que. Avant, l'ancien Cyril s'endormait souvent dans les films. Le nouveau Cyril ne s'endormira plus devant les films. Et du coup, je l'ai même passé à Lyon dans le cadre d'une carte blanche à Lucie Ladilelovic. Et j'ai envie de le voir depuis des années. J'ai le DVD, mais à la vidéo, pas la vidéo, c'était à Cinémalta. La compagnie de Gilles Boulanger. J'ai le DVD de Cinémalta. Et ouais, je
Je sais que c'est bien, je sais que le début j'ai vu elle verra bien, mais ça j'étais va te crevé. plaire. Toi qui aimes Schizophrénia par exemple. Oui, je sais que c'est un film très beau et ce que tu dis souvent, on me dit souvent c'est un film très très drôle en fait. C'est ce qu'on me disait souvent. Voilà. Mais malheureusement je l'ai pas vu en entier quoi. Enfin même quasiment pas vu quoi. Et Laurent? J'ai failli vous parler de parce que je suis toujours lancé dans ma quête pas dans ma quête 36-15 ma vie. Je reprends dans ma quête Lovecraftienne de cinéma Lovecraftien et à cet effet je me suis intéressé ce week-end à la Malédiction Céleste pour voir un petit peu avec Will Wheaton. Voilà, pour voir un petit peu ce qui allait se passer après du côté de chez Richard Stanley puisque c'est la première adaptation de La couleur tombée du ciel et bon en fait ça sera pas mon œil du pif parce que c'est les films qui nous ont tapé dans l'œil et là, ça m'a tapé nulle part en fait. C'est assez mauvais. L'affiche était pas mal. L'affiche est pas mal. Et quand on est un film, c'est pire. Et c'est à peu près tout. La typologie générique est sympa. Non, mais moi il m'avait eu en vidéoclub sur sa jaquette, justement. Et non, et voilà, c'est pas bien. Donc à la place, je vais vous parler. Alors, on va à nouveau être dans la gaieté, puisque le film dont je vais vous parler est tiré résulte d'un fait divers assez glauque qui s'est passé en Finlande. Exactement le 5 juin 1960, un fait divers qui a donné son nom à un célèbre groupe de métal. Tu parles of Chaos ? Children of Bodom. Oh putain. Voilà. Donc il s'est passé quelque chose en Finlande près du lac Bodom. Je l'ai vu ce film. Et c'est-à-dire qu'il y a eu en juin 1960, je suis empêtré dans les fils de mon casque et voilà, je fais tout tomber. Le 5 juin 1960, quatre adolescents sont allés camper au bord d'un lac dans la nature et dans la nuit, 3 d'entre eux ont été sauvagement assassinés. Le dernier a survécu malgré des blessures assez graves. Et à ce jour, on ne sait toujours pas qui a tué ces personnes. Le survivant, 44 ans après, a été attaqué en justice et accusé et jugé non coupable. C'est l'État en fait qui l'a accusé parce que ils ont avec les prélèvements ADN, avec l'analyse ADN de tout ce qu'ils avaient gardé de la scène de crime, ils ont pu statuer qu'il n'y avait pas d'autre ADN présent que celui des 4 personnes. Donc si c'est le seul survivant, voilà. Mais bon bref, ça n'a pas été prouvé. C'est une catégorie ton histoire. Voilà, donc ça n'a pas été prouvé. Donc du coup, on ne sait toujours pas qui est le meurtrier. C'est une histoire qui a beaucoup secoué la Finlande et qui continue encore. Et il en a été tiré un film qui s'appelle Lake Bodom, un film de 2016 et qui est sorti en vidéo chez nous l'année dernière et il y a 1 mois voire 2 à peu près en VOD sur Amazon Prime que vous pouvez découvrir donc ainsi. C'est un film de Taneli Mustonen qui est un réalisateur qui jusque-là n'a fait à peu près que des comédies, à part je crois un téléfilm d'1 heure qui est un peu plus genre, mais c'est son premier essai dans le film d'horreur et c'est un sacré essai je trouve. C'est un slasher, ça commence comme un slasher de base avec des jeunes qui vont camper justement sur le lac Bodom parce qu'ils sont obsédés par ces meurtres et qui veulent faire une espèce de reconstitution fun, mais en même temps on devine c'est 2 mecs de nanas et que les 2 mecs ont un peu des vues sur les nanas et que c'est aussi l'occasion un petit peu de s'isoler dans une tente avec ces 2 filles et puis ça va méchamment partir en couille et puis ça va méchamment partir en couille. Alors je vous en dis pas trop parce que ce serait spoilé. En revanche j'ai été complètement scotché par les qualités visuelles du film. Je trouve ça d'une beauté. C'est hallucinant visuellement. C'est-à-dire que le champ du lac avec la brume et tout. Je me suis toujours dit que la forêt c'était vraiment un élément visuel qui je trouvais assez peu exploité. Moi je me suis toujours dit tu prends une caméra, t'as un bon chef-op et des idées de plans, t'as bien besoin d'autre que d'une forêt en fait pour faire un film qui est magnifique et là le gars a tout compris sur la cinégénie de la forêt. C'est bourré de plans hallucinants. Il y a une scène incroyable de simili-poursuite en voiture un peu spéciale. Avec une voiture qui est accrochée à une autre, mais c'est juste dingue. La mise en scène est mortelle, ça joue plutôt bien, même si les personnages sont pas. Peut-être le défaut du film, c'est qu'en termes d'attachement émotionnel, ça met un peu de temps à. C'est un peu chiche aussi dans les souvenirs en body count. Oui, c'est pas très vénère, c'est pas très gore, c'est pas très. Par contre, c'est malaisant. La fin du film, on est vraiment dans un truc. Presque justement à la Broken ou à la Bunny Game, le temps d'une scène, un truc très très malsain, ça gueule beaucoup, les images sont crades et tout, c'est très malaisant. Voilà, donc c'est pas un film joyeux, par contre c'est un sacré néo-slasher, je trouve même que du coup, c'est une découverte, c'est peut-être vraiment pour moi un des meilleurs néo-slashers que j'ai vu. Puisque c'est assez... Voilà, oui, et ça m'a fait... Le seul équivalent moderne auquel j'ai pu penser, c'est All the Girls of Mandylane. All the Boy, Love Mandylane. Sauf que, voilà, All the Boy, oui. c'est la suite. C'est la suite. Sauf que All the Boys of Mandylane, j'ai trouvé que le film avait
parfois une conscience. Voilà, limite pas une prétention, mais presque qu'on était à la limite. Et tandis que là, je trouve que c'est pas le cas. C'est plus genre pas basique parce que c'est pas basique, mais plus genre frontal et sans frontal, mais sans en même temps faire un truc un peu se la raconte quoi. Non, plus, mais en même temps, voilà. t'as un petit fond un peu Paranoid Park, enfin tu vois, sur le mal-être adolescent et tout ça qui est pas inintéressant non plus. C'est marrant, j'en ai quasiment aucun souvenir, mais je sais que j'avais trouvé ça pas trop mal. On y avait pensé pour le pif, finalement, on l'avait écarté pour je sais plus quelle raison. Mais je me souviens d'un film très très beau, c'est ce qui m'avait marqué, un peu à le film de J.P. 2, Bridgen, qu'on avait passé en 2015, qui est un film très 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 beau. J'avais un souvenir d'un film avec une photo assez hallucinante. Et je sais que je l'avais mis dans ma shortlist, celui-là de trucs pour le pif. Et j'aurais bien aimé le voir sur grand écran d'ailleurs. Tiens, mais je crois que c'était pas possible par pour le distributeur. Il y a un truc qui fait que ça n'a pas été possible, je sais plus trop quoi, c'était il y a 3 ans. Donc, vous l'avez vu, Xavier? Nope. Non, mais j'avais envie de le voir celui-là. Apparemment, tu l'as pas vu. Bah oui, mais... te cherche. Voilà. Eh bien, nous passons au dossier. Vous venez de passer la nuit à fêter l'année 2020, mais pas si vite. On se retourne une dernière fois sur l'année 2019 pour vous parler de ces films passés un peu trop vite sous les radars. Les oubliés des tops volume 3, c'est maintenant. Et on commence avec Xavier. Ah bah voilà, tout de suite. Oui, y a pas de... T'as fait par rapport au mois, t'as fait comment du coup? Ouais. Je me suis dit comment elle a fait là pour la chronologie. T'arrives chez une demi-seconde et t'as trouvé. Ouais, il est en mode cassant aujourd'hui là. Ah c'est mon style 2020. 2020, je préférais la Véro 2019. On va prendre cher. On va prendre cher. Moi alors c'est très simple, c'est mon coup de cœur donc de 2019 qui était en plus accessoirement mon coup de cœur de l'édition 2018 du PIF. Voilà. Qui du coup en fait c'est un film que j'ai eu le bonheur alors c'est très bizarre ce que je vais dire, j'ai eu le bonheur de voir en screener pour la première fois. Pour le coup ça peut aider pour le film. Voilà, c'était juste parfait. Screener c'est le terme qu'on utilise pour dire les liens qu'on reçoit quand on est programmateur pour voir les films en avance, qui sont souvent avec des qualités moins bonnes, avec des trucs écrits à l'écran, des fois c'est en noir et blanc, enfin voilà, c'est une version un peu altérée du film. Voilà, et moi j'avais juste entendu parler vaguement de ce film, je savais qu'il fonctionnait bien en festival, mais voilà, j'avais pas... Le Off the Dead ça fait peur en fait. Oui, voilà, c'est ça le problème, c'est que tout de suite tu fais ouais, bon, voilà. C'est surtout l'équation Off the Dead plus film Jap plus budget Rikiki, c'est surtout ça en fait. Bon. Et du coup, quand je fais mes visionnages pour le PIF, en fait, je ne fais pas mes recherches avant. J'essaie vraiment de rester être vierge. Exactement. C'est ça, on regarde les films sans savoir et des fois on a des bonnes surprises. Voilà. Et du coup, donc ce film-là, je l'ai pris en pleine poire. C'est un film sur lequel il ne faut pas dire grand-chose, donc je resterai très vague sur beaucoup d'éléments du film. Éviter les bandes annonces américaines parce qu'il fallait vendre le film à spoiler énormément. Quoi. La japonaise aussi, de mémoire. Ah ouais, ouais, c'est ça qu'un petit peu, t'as raison. Ouais. Mais voilà, ne regardez pas les bandes annonces, ne regardez pas les critiques. Juste, faites confiance à papa. Voilà. Non, vraiment, c'est un des rares films où il faut vraiment avoir la confiance de la personne qui te le conseille. Ne nous écoutez pas. Si, Et le film en France est sorti uniquement en DVD. Alors, pour beaucoup de personnes, ça peut être assez rédhibitoire. Ce n'est pas grave qu'il soit sorti en DVD. Ce n'est pas grave du tout. Il y a des bonus ou pas du coup parce que... J'ai même pas regardé s'il y a des bonus. Sur le DVD anglais là, de Third Windows, il est pas mal rempli. Mais voilà, enfin, vous ne sentez pas obligé d'avoir une copie HD. Ce n'est pas grave, ce n'est pas sale. Bref, donc c'est très simple. Le film parle donc d'une équipe qui décide de tourner un film de zombies en un seul plan séquence dans un vieil entrepôt abandonné de la Seconde Guerre mondiale. Et évidemment, la situation va dégénérer au moment où de véritables zombies apparaissent. Voilà. Et c'est tout ce que je vous dirai sur l'histoire. C'est un film donc japonais de 96 minutes. C'est un film qui est sorti le 4 novembre 2017. Et c'est un film qui est sorti le 23 juin 2018. Voilà. C'est en fait le film... Au Japon. Au Japon. Oui. En fait, ce film est une sorte de rêve, on peut dire, pour l'équipe du film. C'est quelque chose d'assez incroyable ce qui s'est passé. C'est le genre de success story qui va donner envie à beaucoup de se mettre au cinéma. Parce qu'en fait, c'est un atelier de comédie qui est passé à la réalisation pour un budget dérisoire de 25 000 €. C'est une équipe d'inconnus. Et à la base, le film est sorti dans une seule salle à Tokyo pour arriver à un nombre de places absolument incroyable de l'ordre de 84. Voilà, il a été exploité 6 jours et
par la suite, il est passé en festival. Il a eu un succès de dingue à l'international. Et du coup, il est ressorti au Japon. Et c'est suite à ce succès qu'il a donc récolté à travers le monde 30 millions de dollars. Ça faisait des années qu'on n'avait pas vu un truc comme ça. Alors, évidemment, ce genre de projet, ça peut tout de suite être des films de petits malins. Il y en a beaucoup des comme ça. Voilà, ils ont réussi à poser un truc à un moment précis, machin. Ce n'est pas le cas de ce film. Non, c'est l'histoire, ce film, l'histoire. Voilà, le film est mortel. Le film est vraiment mortel. C'est un film qui se mérite un peu au début. Voilà, il faut en fait le film a cette particularité d'être tourné en vidéo. Et donc du coup, il y a un grain d'image qui est assez particulier, mélangé avec le jeu outré à la japonaise et des effets spéciaux qui sont un peu voilà quoi, c'est pas fait de briques et de broc. On n'est pas sur du do it yourself, mais on n'est pas non plus voilà, on est dans un petit budget, je vous rappelle, 25 000 boules quoi. Mais c'est assez étrange car malgré tous ces petits trucs qui pourraient être super rédhibitoires, on est vraiment dans une sorte d'équivalent du DTV Jap sans thune. Donc c'est pour ceux qui connaissent, là, ça peut faire très peur. C'est même complètement le cas. On est dedans, c'en est un. C'est ça. Et à ce moment-là, en fait, tu regardes le film. Au début, tu te forces un peu, mais très rapidement, je vous dis pas en quoi, il y a des trucs qui vont vous plaire, qui vont vous donner envie de continuer. Surtout qui vont intriguer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu te dis, ok, ça c'est de la merde, mais en même temps, ça peut pas être autant de la merde. Voilà, il y a forcément un truc. Voilà. Et tu te dis, en fait, c'est pas bien, mais et puis en fait, mais si, c'est un peu bien en fait. Puis tu continues, fais. Ah non, mais en fait, c'est pas mal. Et plus tu continues, plus tu... Pour nos auditeurs, c'est pas un film où il faut avoir vu plein de films japonais à low budget pour comprendre. Non, c'est pas une sorte d'hommage à tout ça et tout. Ah, pas du tout. Tu peux n'avoir jamais vu aucun film japonais et trouver le film dément. Ni aucun film de zombies d'ailleurs. Enfin, ouais, c'est pas méta. C'est pas du tout un truc où on kiffe nous parce qu'on est fan de ce truc-là. C'est comme machin. C'est pas ça le cœur du film. C'est vraiment un film, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Un truc qui clairement, il part pas gagnant. Vraiment, c'est le vilain petit canard et tout qui est boiteux, il se mérite un peu, mais en fait, voilà, très rapidement, vous allez trouver il y a des trucs qui vont vous prendre, vous n'allez pas vous en rendre compte, et il y a un moment donné, au fur et à mesure de votre avancée, sans même vous en rendre compte, vous allez juste faire ah mais putain, en fait c'est bien. C'est à quoi je pense, quand on parlait tout à l'heure de partage et tout, c'est le genre de film où t'as des potes qui viennent chez toi et ils disent oh, regarde quoi, tu leur dis rien, tu fais attendez, je vous mets ça. Ouais. Et tu vois la magie s'opérer en fait, c'est ça qui est beau. Parce que de toi-même tu irais peut-être pas le voir, mais si quelqu'un te l'impose, tu fais. Et à la fin tu remercies le mec et fait t'avais raison. C'était le cas à la projection au pif. Vous y étiez, j'y étais aussi, et c'était magique. Dit, hein. C'était magique cette projection. J'ai dit aux gens ne partez pas. On m'avait dit faut rien savoir, mais ne te formalise pas sur le début. Ne pars pas. Voilà. Non mais c'est ça. Et en fait c'est vrai que moi c'est un film que j'ai eu extrêmement de mal à vendre à mes camarades. C'est difficile à vendre parce que tu sais pas quoi dire en fait. Ouais, enfin c'est con. Pourquoi faut y aller en fait. Oui, c'est voilà. Je trouve que tu t'es bien sorti. Hein. Moi je dirais que t'as bien traité le truc et tout parce que je me dis est-ce qu'il va me dire de la merde. Non, il est bien arrivé quoi. Je dirais que le début n'augure pas la palette d'émotions la richesse du film qui pourront arriver par la suite. Oui, et l'analyse et non mais et on peut même pas donner de film de correspondance parce que ce serait trop indiqué tout sur le film. On peut rien dire. Faites confiance à Xavier. On peut rien dire sur le film si ce n'est pas juste. On peut dire des films qui ont rien à voir. Faites-moi confiance. Oui. C'est pas comme Backdraft, par exemple. Ça n'a rien à voir. Voilà, les gens à qui j'ai dit va voir le film et tout, vraiment c'est bien, et qui m'ont dit ouais j'ai vu des images et tout, ça a l'air un peu dur ton truc et tout machin. Fais-moi confiance, vas-y, tu le regardes, tu me donnes ton avis après. Ouais, je sais pas et tout. Ils y sont quand même allés tous. Absolument tous. Vous savez pas, mais là on me regarde dans les yeux en plus en me disant ça, c'est super intense. En me disant merci. Ils ont dit c'est chambé. Et la majorité a voulu retourner le voir. Ah ouais. Parce que c'est juste, ils avaient envie. Ce film a une bonne repli-value, comme on dit. Quoi. Mais c'est le film. Tu ressors de ce film, t'as juste envie de le revoir. C'est juste ça. T'as envie de le revoir encore et encore tellement c'est bien quoi. C'est vraiment bien. Pour le livre qu'on a sorti de Mad Movies chez Hachette qui s'appelle les 100 films de genre à redécouvrir. J'ai fait un papier sur le film, donc je l'ai revu 2 fois d'affilée pour tout analyser. C'est assez barge. Je peux pas en dire plus
parce que je trouve le film a une construction complètement incroyable, mais je peux pas en dire plus là-dessus. Juste admirer le montage. Le montage du film est dingo. Non mais c'est une mécanique de précision en matière de montage qui est juste hallucinante. Voilà, c'est complètement dingue, et de réflexion sur le montage en plus, parce que le montage dépend de certaines scènes avant qui ont l'air mal montées, qui en fait, c'est d'un brio complètement hallucinant. Et je t'admire parce que moi-même je me suis demandé comment j'allais pouvoir parler du film sur 9000 signes, sur 9 feuillets je crois. J'ai tout spoilé comme un porc, j'ai pas le choix. Mais en revanche le chapeau c'est, vous avez pas vu le film, cassez-vous, allez le voir. Oui, ne lisez pas. Non mais c'est, il y a un moment juste, voilà, il y a des films, voilà, on peut vous faire une chronique pendant 25 ans pour vous donner envie de le voir. Puis il y a des fois, c'est juste le plaisir, voilà, on vous dira rien de plus, c'est juste allez le voir, et puis voilà, vous nous donnez votre avis derrière. Pareil, ne spoilez rien, et franchement, si vous avez aimé le film et que vous comprendrez pourquoi le film est difficile d'accès, enfin vous allez comprendre en 5 minutes, de toute façon ça va être très rapide, mais je sais que vous allez prendre du plaisir à le regarder. Et après, le deuxième effet qui se coule, le vrai plaisir, c'est d'aller choper des potes à côté et leur montrer, et juste vous regardez leur réaction. Surtout qu'en plus, c'est difficile d'accès au début, mais en fait, une fois que tu as vu le film, c'est un des films les plus faciles d'accès. Parce que c'est d'une universalité. C'est d'une universalité d'émotion. C'est ça, tu vois, c'est un film, c'est le dernier truc que je dirais dessus, c'est qui finalement, ça te montre à quel point nos a priori vis-à-vis des films, des fois, influent vachement sur ce qu'on regarde ou ce qu'on regarde pas. C'est pour ça, moi, par exemple, pour moi, c'est un devoir, un film, même si le début me plaît pas, je le regarde jusqu'au bout, toujours. J'ai eu plein de cas où il y a des films que c'est dur. Moi aussi, ouais. C'est, tu vois, exemple que je ressors, deux exemples que je ressors assez souvent. Un qui n'a rien à voir avec nous, qui est donc Breaking the Wave, que j'ai haï à chaque minute du film. Et les 5 dernières minutes, elles m'ont juste retourné. J'étais bluffé. Ça m'avait fait pareil avec Les Cendres du Temps de Wong Kar-wai. Le film, je trouve visuellement incroyable, mais je pige rien. Je me dis putain, mais merde, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et les 5 dernières minutes font waouh, ça connecte tout et tout. Tu te fais putain de chef-d'œuvre. Et tu vois, et pareil, et autre film qui là nous intéresse plus. J'en parlerai plus. Non. Wolf Creek, c'est pareil. Wolf Creek, le début est un peu chiant et c'est après que ça part en vrille. Non. Moi, je suis pas fan de Wolf Creek, mais moi, je parlais surtout de Truly Madly Deeply. Qui est avec Alan Rickman, qui est un film qui est quand même qui est globalement extrêmement chiant. Je suis désolé. Voilà, 92. C'est pas faux. Mais qui en un mouvement, et je vous jure que c'est vrai, en un mouvement, il m'a juste mis une gifle. J'ai toujours voulu le voir celui-là. J'ai fait me la regarder en plus récemment. Tiens, je te jure, tu verras, il y a une scène, c'est les larmes aux yeux, quoi. Et juste pour dire, parce que tu vois, Tarantino et Bong Joon-ho, ils ont fait chier la canne. Il faut pas spoiler mon film, machin et tout. Ben, c'est rien à comparer de One Cut. C'est des pitchas leur film à comparer. Du coup, en revanche, tu mets un doigt sur un truc. Je me suis fait une réflexion tout à l'heure en étant sur Facebook, et un truc qui commence un peu à me gaver, c'est les gens qui disent mais regardez pas ce film, c'est une merde. Moi, j'ai tenu 10 minutes. Ferme ta gueule en fait. Finis le film et puis reviens. Il y a pire, il y a les gens qui ont vu la bande-annonce. Et non, mais cette tendance m'horripile. En revanche, j'ai dit que j'étais comme toi et que je regardais tous les films jusqu'au bout. J'ai menti ce week-end. J'ai lancé. Putain, c'est quoi le titre du film déjà? Le truc avec Chuck Norris qui poursuit un tueur en série. Il est bien celui-là. Putain, mais arrête, la scène d'intro, c'est tellement de la merde. Mais c'est bien. Faut que je continue? C'est bien, tu verras. En fait, je voulais en faire mon œil du pif. C'est ultra bis. Moi, j'adore. Parce que la scène de début est tellement mal shootée quand Chuck Norris arrive. Laurent, t'es en train de dire que t'as vu les 10 premières minutes et que c'est de la merde, c'est ça? Non, justement. J'ai rien compris. J'en ai pas parlé dans l'œil du pif parce que les 10 premières minutes étaient catastrophiques, et donc je me suis dit bon, c'est pas la peine de continuer parce que je perds mon temps. T'as pas tweeté, mais t'as pensé. Il est cool. Prends ça comme une petite bisserie croquignolette. Ok, voilà. je réessayerai. Et un dernier mot, pomme. Oui. Mais vous ne comprendrez que plus tard. Mais c'est peut-être la plus belle manière de finir cette chronique. Merci. Oui, je voulais pas te couper. Ah putain, je viens de comprendre. Et moi, ma blague, personne la comprend. Je vais pas te couper. Mon Dieu. Bon, Saint-Laurent. C'est à moi? Oui. Saint-Laurent. Alors, on va parler de...
un peu de rewind dans le temps. Il y a 2-3 films ces derniers temps qui sont sortis sur le concept du je meurs et je ressuscite et je peux réessayer de ne pas mourir. On a eu Happy Birthday et sa suite en mode rigolard. Et on a eu. Je sens négatif quand tu dis ça. Je trouve le premier, je le trouve pas détestable, mais. On a déjà parlé d'autres, donc on va pas faire l'histoire. Cyril en a parlé. Et puis il y a eu plus récemment un petit film qui s'appelle Cocody Cocoda. Donc je vais pas vous chanter le générique, enfin la chanson thème, parce que sinon vous allez l'avoir dans votre tête toute votre vie et vous allez me dire. Qui est un film avec un chat. dont la nationalité m'échappe, mais c'est un pays du Nord, et qui est donc sur le même principe, avec une espèce de boucle temporelle de on se fait tuer, on se réveille, on se refait tuer, on se fait... Voilà. C'est marrant, j'ai failli en parler de Cocody Cocoda. En oublié du top, ouais. Suédois. On aurait eu un bon débat là-dessus. Ah merde. Parce que... Suédois, merci Evero. Parce que le vrai bon film sur les gens qui meurent, quelqu'un qui meurt et qui revient, c'est moi qui l'ai, ça s'appelle Game Over. C'est un film de Hollywood, non pas Bollywood, puisque ce sont deux industries certes du même pays mais géographiquement différents. Hollywood, c'est la production du cinéma indien plutôt du sud, avec un cinéma un petit peu plus, on va dire, pas mature, mais en tout cas qui met un peu moins de chansons, un peu plus parfois un peu plus de réalisme, même si ils sont pas non plus totalement réfractaires aux chansons. Là, 0 chanson dans le film dont on va parler, donc. C'est donc un film qui est atterri sur Netflix dans tout le reste du monde, je pense, à part l'Inde, réalisé par Ashwin Saravanan. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Swapna, qui est une développeuse de jeux vidéo et qui vit recluse chez elle depuis qu'elle a été victime d'une agression sexuelle lors d'une fête de fin d'année. Elle le vit mal parce qu'en plus déjà parce que c'est traumatisant, en plus elle est plus ou moins, on va dire, désignée comme coupable par ses parents, puisqu'on parle de l'Inde et que la place de la femme dans l'Inde est toujours très très compliquée. C'est un des sujets du film, même si le film ne s'appesantit pas dessus, mais il a le mérite, je trouve, de le soulever, parce que il y a cet aspect de victimisation, où on accuse la victime. Puis deuxièmement, ça a aussi le mérite quand même de mettre en avant un rôle féminin assez fort, d'une femme indépendante qui a une vraie place dans la société, alors que l'Inde a vraiment un problème avec la place de la société dans les femmes. Moi, pour y être allé, ça se voit même dans les rues. En fait, il y a des quartiers entiers parfois dans les grandes villes d'Inde où vous voyez une femme pour 500 mecs. C'est vraiment déstabilisant. Donc le film a déjà ce premier avantage. Donc cette jeune femme vit recluse chez elle. Or, il y a dans le même temps, dans la même zone, une série de meurtres tout à fait crapuleux, voire plus. Je ne trouve pas mes mots ce soir, donc en fait, ce que je dis n'a aucun sens, mais vous allez comprendre. C'est-à-dire que ces meurtres, en gros, ce sont des femmes qui se font décapiter puis brûler vives par un tueur en série. Donc, et en fait, ces deux histoires ne se rencontrent que très tard. Le film commence par une scène assez vénère de meurtre. Qui est vraiment très très glauque, et puis bifurque après donc sur l'histoire de cette héroïne, et voilà, on y reviendra que plus tard. Et puis que dire de plus sans trop en déflorer, la jeune fille qui vit recluse chez elle redoute de plus en plus en fait l'arrivée du nouvel an, puisque ça va marquer le premier anniversaire de son agression. Et elle a aussi de vives douleurs au bras, car elle a un tatouage lié à sa passion du jeu vidéo, qui représente une petite manette dans un cœur, et qui pourrait représenter un peu le logo des vies que vous avez qui vous restent quand vous allez peut-être mourir dans votre jeu vidéo. Voilà. Et elle ressent de vives douleurs, et donc elle va essayer de comprendre pourquoi elle ressent de vives douleurs de ce tatouage, alors que tous les médecins lui disent que tout va bien. Et puis c'est là qu'elle va découvrir quelque chose de surnaturel lié à ce tatouage, et d'un coup nous allons revenir avec l'histoire de ce tueur qui va venir se mêler. Donc je peux difficilement en dire plus si vous n'avez pas vu le film, et il y a de fortes chances que vous ne l'ayez pas vu, puisque c'est vraiment pour le coup un film dont très peu de monde a parlé. Moi j'ai trouvé ça vraiment très très bien, parce que au-delà du fait de ne pas être le film indien habituel, hollywoodien ou bollywoodien, c'est-à-dire c'est beaucoup plus réaliste, c'est beaucoup plus ramassé, c'est beaucoup plus centré sur les personnages, c'est beaucoup moins de clichés. C'est une version internationale qu'on a sur Netflix, attention, il est plus long normalement. Il est plus long normalement. Ouais, c'est une version internationale. D'accord, mais il n'y a pas de chanson. Ça je sais pas. Je crois pas.
Il me semble pas, je m'étais un peu renseigné justement. Et j'ai trouvé ça super efficace parce que ça laisse déjà beaucoup de place à la psychologie des personnages, je trouve. Ça prend vraiment son temps pour installer le récit et pour le faire démarrer. Quand c'est vénère, c'est pas ultra gore, mais il y a quand même une bonne tension et c'est parfois un peu crade. Il y a du coup 2-3 twists, je trouve, qu'on va pas vraiment venir et qui sont placés d'une façon assez intelligente. En mise en scène, c'est plutôt joli. La musique est vachement bien aussi, j'ai trouvé. Enfin voilà, c'est pas le chef-d'œuvre du siècle. En revanche, c'est vraiment le genre de film qui passe sous le radar et qui a des grandes qualités pour les amateurs de genre. C'est le deuxième long métrage seulement de son réalisateur Ashwin Saravanan, qui avait réalisé en 2015 un film du coup que j'ai très envie de voir, qui s'appelle Maya, qui est aussi un film d'horreur sur une jeune femme qui fait le pari d'accepter de regarder un film d'horreur toute seule dans une salle de cinéma. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça m'intrigue. Voilà, c'est aussi le film d'une star là-bas. L'héroïne est incarnée par une jeune femme qui s'appelle Taapsee Pannu, qui est très connue, que je ne connaissais pas, donc j'ai découverte et je la trouve assez convaincante dans le rôle. Voilà, maintenant je vais vous laisser la parole parce que j'ai plus grand-chose à dire. Moi, j'ai vu. Moi, je l'ai vu d'ailleurs. À savoir qu'il y a 3 versions en langue sur Netflix. Fait, oui. La version indienne, qui n'est pas la bonne version. Et c'est tamoul et telugu. Et apparemment, c'est tourné dans les deux langues. Il a été tourné dans les deux langues, voilà. Ouais. Moi, je l'ai vu en tamoul, du coup. Je sais pas si c'était la bonne langue, mais je l'ai vu en tamoul. Alors attends, je vais te dire dans quelle langue il a été tourné. Quand tu dis il a été tourné dans les langues, c'est qu'ils ont fait 2 fois le film. Oui. Là, je pense que peut-être ils refont les prises à chaque fois. Apparemment, c'est tamoul et telugu pour les deux. Mais en tamil et telugu, c'est ça. Donc, je sais pas laquelle était la meilleure. Moi, j'ai vu ici la version tamoul. Mais ils le font de plus en plus sur Netflix. Bahubali, c'est pareil. Tu l'as en 2 versions. Il y en a 3 du coup. Et en plus, sur Netflix. Non, je crois que t'en as que 2 de Sur Netflix, t'en as 3. Ah, bah oui. Game Over, mais en plus, sur Netflix, t'as pas le choix des langues. T'as plusieurs fichiers. C'est-à-dire que le film, à chaque fois, en dessous, t'as le titre et en dessous, voilà, tout à fait. Je sais pas, tu veux en parler d'abord, Xavier ? Non, vas-y. Je trouve ça sympa, sans plus. J'ai beaucoup aimé la musique, t'en as parlé un tout petit peu, mais la musique est très très bien. Voilà, c'est vrai que c'est assez violent pour un film que j'imagine peut-être plus grand public là-bas, quand même, c'est plus violent que d'habitude. C'est plutôt bien shooté visuellement, je me suis pas ennuyé. Il y a juste un truc qui m'a tiqué, mais c'est un détail. C'est parce que t'es un gamer. C'est qu'elle joue avec Pac-Man version étirée sur une Xbox avec une manette de la PlayStation 1. J'ai fait, mais c'est quoi ce bordel et tout pour quelqu'un qui. Alors non. Ouais. Alors non, je m'insurge, je me porte en faux, parce que je suis comme toi. Dès qu'il y a quelqu'un qui joue à un jeu vidéo, je regarde le matos, etc. Elle a une NES posée par terre devant la télé. De PlayStation 1 avec filaire en plus. Ouais, mais je pense que c'est une Super NES, je sais pas. Mais en tout cas, elle y joue pas sur la Xbox, elle y joue sur une NES. Par contre, la manette, moi aussi, ça m'a fait chier. Mais elle y joue sur une NES. Il est tiré sur une télé LCD. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel quoi, on respecte rien là, et tout. Voilà, non, c'est juste. J'ai pas trouvé ça nul, j'ai pas trouvé ça ouf, mais je me suis demandé, tiens, c'est marrant, oublie les tops, il y avait rien d'autre que je pouvais sauver. Si, alors, du coup, je m'explique. J'avais des oubliés du top bien plus puissants, on va dire. Mais j'en ai déjà parlé dans l'émission. C'était Captive State et Les Enfants de la Mer, qui auraient été vraiment les 2 films que j'aurais vraiment considéré comme ceux dont il fallait absolument parler, mais voilà, je les ai déjà abordés dans l'émission, donc plutôt que de reparler d'un film dont j'avais déjà parlé, j'ai préféré aller pêcher autre chose. Et je trouve que c'est un film qui... T'étais tombé comment là-dessus En fait, on en a parlé dans Mad quand le film est sorti, dans les cinéphages, et ça m'avait intrigué, ça m'avait donné envie de le voir. C'était François, notre ami François Co qui m'avait parlé. Voilà, et du coup, il m'avait donné envie de le voir. Et puis, j'avais vu aussi un autre ami, Logan Boubadi, en parler sur Facebook. Souvent, Logan, c'est mon... Quand je veux savoir dans quelle langue faut regarder un film, je lui demande, et là j'avais pas le temps hier donc je l'ai pas demandé, mais souvent je lui dis c'est quelle version qu'il faut plutôt regarder et tout, parce que lui il a un collab sur tout ce qui sort, et il se bat depuis des années à faire reconnaître ce cinéma là, et à chaque fois c'est dur parce que faire un groupe, je sais pas grand monde l'écoute, au contraire les gens l'écoutent, mais il se bat vraiment, mais voilà, c'est même lui qui est là, en premier m'a donné envie de voir le film, parce que c'est la première personne que je connais qui a commencé à en parler, qui a attiré mon attention dessus, et puis quand on en a parlé, il bosse pour Night ED, qui est un des distributeurs qui sort des films indiens en France, et d'ailleurs c'est marrant, quand j'ai fait mon top de l'année, tu te balades sur le ciné semaine par semaine, et en fait il y a plein de films indiens qui sortent le jeudi, le vendredi, et il y en a, tu te rends compte que dans l'année il y en a au moins 40, 50. Ah bah il y en a quasiment un par semaine qui sort. Pourquoi c'est pas le même jour que les autres? Je sais pas, c'est peut-être parce que c'était en Inde, ils sortent là-bas à ce moment-là, je sais pas, ils sont calés, je sais pas trop. Je sais pas. Moi j'avais vu 2.0, la suite de Niran, dans une salle de cinéma où j'étais le seul non-indien dans toute la salle et tout, et c'était cool de voir ça en salle, quoi. On demandera à Logan pourquoi ce décalage. Excuse-moi de t'avoir. Alors, donc moi j'ai regardé Game Over sans savoir de quoi ça parlait du tout, juste sur la bonne foi de Monsieur Laurent. Et le film il commence bien et tout. Le début il est quand même bien vénère. Et puis après arrive donc la mise en place, longue, très longue, très très longue. Très longue. J'avoue qu'il y a un moment, avoir été saoulé par la mise en place.
Et puis à un moment, par le miracle des cieux, ça a pris. Et en fait, j'ai adoré le film. Non, j'ai adoré. Quel malin. Non, j'ai vraiment adoré. Et en fait, le truc, c'est qu'il se mérite un peu quand même. Je suis désolé, la mise en place, parce que il y a des trucs qui sont forts dans la mise en place, le rapport avec les parents justement et le trauma. Mais par exemple, tout le truc autour du tatouage qui lui fait mal et tout, machin, je trouvais que c'était un peu long au bout d'un moment. La métaphore est un peu grossière, on va dire. Quoi. Là, voilà, c'est la vie, c'est ta vie, machin et tout. Bon. Hein, mais il y a... On va parler de ton film après. Non, mais il y a plein de trucs, il y a plein de trucs qui sont vachement intéressants d'un point de vue culturel sur l'Inde et qui fonctionnent vachement bien derrière. Et le truc particulier du film, certes déjà vu dans d'autres films, mais qui là je trouve fonctionne plutôt bien en fait. Parce qu'il y a un attachement émotionnel, il y a un truc émotionnel qui fait que... C'est justement là la force du film, c'est qu'en fait c'est assez étonnant parce qu'on est en train de décrire un film d'horreur quand même avec des scènes pas bourrines mais quand même un peu malaisantes. Et j'ai trouvé que c'était un beau film en fait, j'ai trouvé que c'était un vrai beau film. La mise en place est très longue. Mais du coup, le mec, il arrive à créer un attachement extrêmement particulier sur les personnages. Parce que même la servante, ça te fait mal. Ouais. Ça te fait mal. Et il y a la douleur physique que tu peux retrouver dans beaucoup de films d'horreur. Des scènes très dures, des os brisés, des trucs comme ça. C'est des choses... En fait, il y a un panel assez large pour que tout le monde puisse trouver le petit truc qui va lui faire mal. Donc ça, c'est volontaire, voilà. Mais là où ça fonctionne vraiment bien, c'est l'implication émotionnelle. Il y a des scènes vraiment fortes, et tu t'en rends pas compte tout de suite. C'est ça qui est marrant. Tu vas avoir des scènes qui vont être là, où on soit pas trop touché ou machin, et c'est en fait en faisant la connexion dans un moment d'horreur, que d'un seul coup, ce passage dans l'horreur, c'est là que tu te rends compte que tu t'es déjà fait prendre dans le filet, émotionnellement parlant, et du coup, voilà, t'as mal pour le perso, quoi. Ça pourrait être un drame fantastique. T'enlèves le côté tueur en série, ça pourrait être un drame fantastique sur apprendre à aimer la vie. Tout à fait. Et ça aurait été chiant et con. Mais tu rajoutes l'horreur, et là, d'un coup, le contenu du film a un vrai impact émotionnel. C'est ça. C'est assez génial. Et du coup, en fait, toutes les couches en fait, de sous-texte, tous les thèmes abordés, finalement, ils trouvent tous, à un moment ou un autre dans le film, une implication émotionnelle. Et donc, du coup, ça fonctionne. Tu vois, il y a un moment, au début, tu peux te dire « Ouais, ok, ça, c'est un peu grossier. » Mais en fait, plus t'avances, et en fait, le truc grossier, tu te rends compte que ouais, c'est grossier, mais parce qu'en fait, le mec, il veut tout simplement que tu le vois. Il veut que tu le vois, parce qu'à partir de ça, il va te montrer plein de choses. Parce que le retry, c'est pas juste à prendre en mode jeu vidéo. C'est aussi une réflexion sur ta propre vie. Et ce que ça implique le retry sur ta propre vie. Et il y a des trucs que j'ai trouvé vraiment super forts. Et le tout... Et je ne sais pas quelle est la musique que tu as choisie, mais je sais que je vais être super déçu parce que moi, ce que j'aurais aimé, c'est que ce soit la musique de Game Over. J'ai surkiffé la musique de Game Over. Ouais, et elle est mortelle. La scène où elle est sur le balcon, putain, elle est super belle la musique. Je me suis fait remarquer, c'est vrai que la musique elle est classe. C'est pas Game Over que j'ai pris, je suis désolé. C'est dommage, mais vraiment la musique de Game Over, mais putain, j'ai envie de la choper. Il en parlait pas, du coup je me dis c'est marrant, c'est la musique. Si j'en ai parlé. Oui, mais j'ai juste dit ouais, une belle musique et tout. Non, j'ai adoré la musique. La musique m'a marqué, moi, c'est ce qui m'a plus marqué. J'ai laissé tout le générique de fin juste parce que je voulais me taper la musique, quoi. Le compositeur s'appelle Ron Ethan Johan. Je connais pas du tout. Véro, tu as vu le film? Du tout. Moi j'ai pas vu le tien. En tout cas, tout ça pour dire que du coup je suis comme toi et en fait son film précédent, je crève d'envie de le voir parce que franchement, si le mec avec ça, il a réussi ça. Je suis très curieux de voir son film d'avant et là il est en train de bosser sur un troisième film, je sais pas de quoi ça parle. Il y a un poster disponible sur... Il y a un poster et c'est juste un paysage. Et il t'annonce juste par le réalisateur, non pas de Game Over mais de Maya. Et du coup t'es en train de... après je suis en train de m'exciter tout seul en me disant mais putain apparemment il est super beau. C'est surtout que s'il référence le truc à Maya plutôt qu'à Game Over, je me dis putain ça se trouve Maya c'est peut-être encore un cran au-dessus. Puis moi il y a vraiment quelques plans qui m'ont bien scotché dans Game Over, notamment la scène où elle monte sur l'escalier. Je m'y attendais tellement pas. C'est bien foutu, putain. Mais voilà. Moi, je conseille vraiment le film. Merci Laurent, une vraie découverte et ça m'a vraiment fait plaisir. C'était le but. Vraiment. C'est mon tour. Non, moi j'ai choisi. C'est bien parce que j'étais en train de me dire, Xavier c'était japonais, toi c'est indien.
On n'est pas sur de l'américain, donc c'est bien. Non, je crois que comme nous, même Talal avait pris un film produit par les Américains, mais réalisé par un non-américain, mais du coup on ne saura pas ce que c'était. Non, on le saura bientôt. Ouais. Moi, du coup, j'ai choisi un film français, franco-haïtien. C'est Zombie Child, écrit et réalisé par Bertrand Bonello, qui a été présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes cette année, en 2019 du coup. Donc le pitch, en fait, le film se passe à deux époques, donc il y a un montage parallèle de deux époques. Donc il y a une partie du film qui se passe à Haïti en 1962, où on voit en fait un homme être zombifié en fait, donc suite à l'ingestion d'une poudre zombificatrice. Je suis pas sûre que ce mot existe, mais tant pis. Et donc il est zombifié, il est porté pour mort, enterré et sorti de son cercueil pour être exploité en fait comme esclave dans une plantation. Donc là, cette partie-là, elle est vraiment filmée d'une manière quasi documentaire, on va dire. Et donc il y a une autre partie qui se passe à Paris de nos jours, dans un pensionnat de jeunes filles de la haute société. Donc c'est un pensionnat qui est réservé aux filles de personnes qui ont reçu la Légion d'honneur. Donc voilà le standing. Et là, on est vraiment dans de la fiction. Qu'est-ce qu'il y a, parce que je crois que je connais quelqu'un qui a fait cette école, mais je me rappelle plus qui. Mais j'en ai entendu parler dans un autre contexte récemment et ça m'a intrigué. Voilà. Très intéressant. Tout le monde s'en fout. 36-15 ma vie, le retour. Donc Bertrand Bonello, j'avais vraiment détesté son précédent film Nocturama, sorti en 2016. Pour lequel d'ailleurs il revendiquait un héritage de Romero et de Zombies. C'est un fan de genre. Ça se passe dans un. Avais-tu aimé celui d'avant? Non, les deux d'avant. Alors j'ai pas vu les autres. Ah sinon alors la Polonide. Non, la Polonide j'avais pas aimé non plus. D'accord. Parce que moi je trouve que c'est un des meilleurs films français de ces 10 dernières années. Moi j'y allais vraiment à reculons en fait et je me suis dit bon quand même ça a l'air d'être vraiment du genre donc j'y vais et c'est marrant parce qu'il y avait cette espèce de vague de zombies à Cannes cette année, c'était la hype de faire du zombie. Dead Don't Die de Jarmusch. Et là c'était une catastrophe le Jarmusch. Moi j'ai détesté. Toujours pas vu. Je vais le voir parce qu'il va falloir qu'on fasse le top flop pour Mad. Et donc forcément. S'il n'est pas dans tes flops, je te parle plus. Donc en fait cette histoire, Bonello en fait est partie d'une histoire vraie en fait qui est assez connue en fait, c'est l'histoire de Clervius Narcisse qui est un homme qui a été zombifié en 1962 en Haïti, qui a aussi inspiré un autre film célèbre, L'Emprise des Ténèbres de Wes Craven en fait. Et en fait donc il s'était noté ça dans un coin de sa tête de faire un film là-dessus mais en même temps il se trouvait pas forcément légitime pour parler de cette histoire haïtienne en fait qui n'est pas la sienne puisqu'il n'est pas haïtien, voilà. Et non, mais en fait, c'est un détail, mais je vais revenir là-dessus. Et du coup, en fait, dans son histoire, il utilise le personnage. Donc, il y a plusieurs jeunes filles dans ce pensionnat, et il y a notamment le personnage de Mélissa, qui est en fait née en Haïti, mais qui est revenue en France. C'est pas une métisse d'Ibiza. Voilà. Pardon. Et en fait, justement, pourquoi c'est intéressant qu'il ait utilisé ce personnage, et pourquoi c'est intéressant que lui soit français, mais qu'il parle de cette histoire haïtienne, c'est que justement, il y a aussi, le film, c'est moi ce que je trouve intéressant entre autres dans ce film-là, c'est ce questionnement autour de l'histoire et de comment est-ce qu'on raconte une histoire, comment on s'approprie une histoire, comment on perpétue une histoire en fait quand c'est un héritage familial, etc. Et donc il y a vraiment ce côté comment est-ce que nous en tant que Français on perçoit une histoire racontée du point de vue français. Quand je dis histoire, c'est histoire avec un grand H. Surtout pour un pays qui a été colonisé. Non mais complètement. C'est pas comme l'ordre de la morale aussi. Du coup, le film justement s'ouvre, enfin la partie française du film s'ouvre par un cours d'histoire fait aux jeunes filles, donc qui est donné par Patrick Boucheron, qui est un vrai historien en fait et qui a théorisé tout là-dessus en fait justement sur comment est-ce qu'on raconte l'histoire, comment est-ce qu'en tant que Français on aime bien se raconter une histoire de liberté, de révolution, alors que nous-mêmes on a opprimé d'autres peuples en fait. Je crois que tous les pays font ça, non ? Tous les pays font ça, non ? Voilà, mais c'est quand même bien d'en être conscient quand même. Et du coup justement ce qui est intéressant aussi c'est la manière dont Bonello raconte ses histoires, c'est-à-dire donc il y a ce contraste entre le côté quasi documentaire qui se passe en Haïti, alors qu'il s'y passe quelque chose de magique, donc la zombification, et le côté complètement onirique de la partie qui se passe en France, alors que c'est censé être la partie la plus terre à terre en fait. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il inverse complètement les deux illustrations qu'il fait du propos en fait. C'est aussi Bonello qui a fait la musique du film, et alors elle est superbe. Enfin c'est des nappes de synthé. On pense beaucoup à Carpenter là pour le coup. Enfin il m'a semblé. Moi j'ai beaucoup aimé. Je trouvais ça assez. J'étais très étonnée en voyant le film de cette musique. En fait ça m'a
Ça m'a étonnée. Et en plus, il y a aussi la partie vaudou, en fait. Donc, il y a des scènes de rituels vaudou en Haïti et en France qui sont aussi assez hypnotisantes. J'ai vraiment aimé ce côté, c'est horrible de dire ça, mais ce côté exotique, même la musicalité des personnes qui parlent en créole, c'était hyper agréable aussi d'avoir une autre langue qui se rapproche du français, mais qui n'est pas du français, et qui est vraiment parlée dans le film à beaucoup de moments. Et moi, ça m'a charmé l'oreille, en tout cas. Ce que j'aime aussi dans ce film-là, c'est que donc les personnages principaux, ce sont des adolescentes, et ça parle aussi d'un certain romantisme qui serait universel en fait, et à travers les époques, il y aurait toujours cette notion de romantisme, et notamment chez les adolescents. Je pense qu'il a souvent mis en scène finalement des adolescents, donc ça c'est quelque chose qu'il travaille. Je n'ai pas forcément lu des choses là-dessus, mais donc, il y a cette voix off en fait épistolaire de Fanny, un des personnages principaux avec Mélissa, qui en fait raconte son quotidien au pensionnat, à son amour de vacances en fait. Donc ça, vu de l'extérieur, c'est vraiment une histoire ringarde entre une fille et un gars qui s'appelle Pablo, qui a l'air ringardissime, qui est là, les cheveux longs, torse nu, voilà. Et le fait qu'elle en parle de manière aussi ampoulée, romantique, écrite et littéraire, je trouve ça hyper intéressant en fait, de montrer que derrière ces filles qui vont danser sur du damso ou chanter en cercle des paroles de rap, il y a quand même ce côté romantique. Et d'ailleurs, elle crée un cercle de sororité sur la littérature contemporaine, mais en fait c'est pas de la littérature, c'est quoi? C'est des paroles de rap qu'elles se répètent entre elles. Elles se créent leur propre rite, elles se font elles vont la nuit dans des salles de cours, allumer des bougies, se raconter des choses. Je trouvais ça aussi intéressant, le fait de perpétuer des rites à travers nos adolescents d'aujourd'hui en fait, et d'arrêter. Enfin, il y avait ce regard bienveillant, je trouve, sur l'adolescence, qui n'est pas juste stupide à écouter du rap en fait, et de qu'est-ce qu'ils en font, comment ils se l'approprient. À mon avis, Mélissa par exemple invente une chorégraphie sur une chanson de rap hyper contemporaine de 2017 ou 2018, et je trouvais ça hyper poétique en fait, et ça m'a vraiment surpris en fait. De même, le chagrin d'amour de l'héroïne Fanny est complètement romanesque aussi. C'est ça qui va pousser vraiment à basculer dans le fantastique. Pour le coup, la toute dernière partie du film, donc je ne vais pas dévoiler ce qui se passe, mais vraiment à partir du moment où la tante de Mélissa intervient, là il y a vraiment l'incursion du fantastique. Et là, le fantastique, comme je disais au début, ça se passe en France. Et c'est ça aussi qui est hyper intéressant. Et là, la bascule dans le fantastique, elle est franche, elle est osée. Elle peut parfois un peu surprendre. Alors, je ne sais pas comment vous allez me dire comment vous l'avez vécu, mais en tout cas, ce que j'ai vraiment aussi aimé dans ce film-là, c'est que, tu me dis que Bonello est fan de fantastique. Ça m'étonne pas, et en même temps, je trouve ça osé de sa part de pas rester à la lisière du fantastique et d'oser à la fin aller au bout du truc en fait. Et, dans le zombie, la version ESC là qui est sortie récemment, il y a un passage où la Cinémathèque française, il a présenté la version 4K restaurée de Zombie de Romero, ouais. Et pendant 40 minutes, il parle, j'ai pas vu la vidéo en question, mais il parle de Romero, de zombies et tout, quoi, et c'est en bonus sur l'édition ESC. Enfin, pour un truc, vraiment, c'est pas un parvenu là-dessus, quoi. Et on l'a interviewé quand on a fait une longue rencontre avec lui dans Mad quand Zombie Child est sorti, et oui, il parle avec beaucoup d'amour et de connaissance du cinéma de genre. En tout cas, je trouve que c'est vraiment un film, c'est dommage de passer à côté, et si je fais un top 10, il va pas être numéro 1, mais clairement, pour moi, c'était un film qui, je trouve, qui est intéressant, qui est français, qui propose du vrai fantastique, et en plus un fantastique qui s'appuie sur notre histoire à nous de la France en fait, qui fait pas du fantôme japonais, qui fait pas du zombie américain, enfin voilà. Donc qu'en avez-vous pensé? Alors moi je l'ai toujours pas vu, j'ai très envie de le voir, j'avais beaucoup trop de bouclage quand le film est sorti, et je suis faire l'impasse, donc j'attends la sortie vidéo, et qui a eu lieu je crois. Oui. Voilà, donc je vais pouvoir le voir. Xavier. Aïe. Alors, bon, Zombie Shade. En fait, moi, c'est un film, j'en avais entendu parler, pas en bien. Voilà, on m'avait donné. J'ai chopé quelques avis dessus, comme quoi le film était un peu chiant, machin. Enfin bon, bref. Après les avis, voilà quoi. Et j'étais quand même assez curieux parce que bon, faut savoir que dans mes
mes tics de visionnage, dans mes micro-obsessions. Dès qu'il y a le mot zombie dans le film, tu regardes. Bon, alors certes, il y a aussi zombie, mais écrit avec un I en plus, pas oui, IE. Oui, il y a certes les films de zombies d'un côté, moins maintenant parce qu'il y en a trop et pas très intéressant. Enfin bon, voilà. Mais aussi les films qui traitent du vaudou. L'Emprise des Ténèbres, j'adore. Hein. Je crois même que dans le Wes Craven, j'avais dit que c'était un de mes préférés. C'est le meilleur. C'est l'Emprise des Ténèbres, voilà quoi. Mais voilà, donc du coup, le sujet m'intéressait déjà de base et j'étais assez curieux de voir ce qu'un Français allait faire avec ça. Et du coup, voilà quoi, l'occasion est arrivée et je tenais, je te l'ai dit, je tenais beaucoup à voir. Arrête de faire durer la discussion. En plus, tu l'as déjà fait avec Game Over, donc ça se remarque. Oui, ça se voit. Tu répètes un peu tes formules. Hein. Non, mais c'est surtout qu'en fait, elle est très curieuse de savoir ce que j'ai pensé du film. Oui, on se dit pas avant. Voilà, et j'ai pas. Cyril aussi, Voilà, je n'ai rien laissé transparaître, donc là, il en peut plus de savoir que. Après ce visionnage que j'étais obligé de faire en 2 fois. Il l'a fait souffrir. J'ai finalement pu terminer le film et je peux donc dire officiellement que j'ai beaucoup aimé. Non, j'ai trouvé que le film était quand même super intéressant. En fait, c'est un type de film. Elle est heureuse. Elle souffle là. Elle s'attendait à se faire défoncer. C'est là, ça. mais... Attends, il y a Cyril derrière. Et en fait... c'est un film que j'ai trouvé vraiment hypnotique. J'ai beaucoup apprécié le fait que le début avec la zombification arrive tout de suite, sans aucune explication, sans rien, sans parole. C'est clac-clac, c'est très sec au niveau du montage et tout. C'est blablabla. Et en fait, c'est le truc qui t'hameçonne tout de suite, quoi. Enfin, moi, personnellement, ça m'a pris tout de suite. Il y avait cette ambiance et tout, machin. Après, quand tu arrives sur les filles, j'avoue que la partie sur les filles était un petit peu moins intéressante au début. J'avoue que le caractère empoulé de l'héroïne est des fois un peu voilà. Ça surprend quoi. Oui, voilà, ça surprend. Voilà, c'est raide même, je dirais. Mais en fait, plus tu avances dans le film et plus tu vois où Bonello veut aller. Et j'ai trouvé que tout son truc sur l'empoisonnement de l'esprit, j'ai trouvé ça mais super intéressant quoi. Parce que en fait la zombification, c'est un empoisonnement de l'esprit. Tu vas perdre tes souvenirs, tu vas perdre qui tu es. C'est un empoisonnement que tu vas retrouver en plus dans cet amour fou magnifié par l'héroïne, qui est sûrement peut-être à 1/10 aussi vrai que ce qu'elle le pense, mais elle l'a encensé au maximum et de manière beaucoup plus discrète. C'est vrai que c'est pas assez peu mis en avant, c'est vraiment dans des petits dialogues de ci de là. C'est sa comparse donc qui est donc je sais plus si elle est vraiment haïtienne. Elle est Mélissa. Ouais. Voilà, donc le personnage de Mélissa que j'ai trouvé aussi très intéressant, qui en fait au détour de conversation, elle perd son identité. Justement, cette identité, tout ce lien familial qu'elle avait, parce que ses parents, t'apprends qu'ils sont morts dans un tremblement de terre, et en fait, elle vit depuis quelque temps en France, et en fait, la culture française s'imprègne de plus en plus d'elle, et en fait, ce que sa famille lui a inculqué, elle le perd petit à petit. Elle a des discussions avec sa tante sur oui, mais il y a ça, je me souviens pas de ça, ou mais si, ça, c'est ça. Enfin, il y a quelque chose d'assez fort là-dessus, quoi. Ça parle de zombification culturelle un peu, c'est ça? Tout à fait, oui. Okay. Voilà. J'ai beaucoup aimé en fait c'est vraiment posé sur différents niveaux et qui sont en fait tous intéressants. La culture, ce que l'amour peut provoquer, la zombification telle qu'elle est connue en Haïti. Et même la personnage de la tante qui arrive assez tardivement dans le film, qui est vachement bien. Et intéressant, l'actrice elle est super, mais en plus et le fait qu'elle fasse des rites encore en France, pourquoi elle les fait, le fait on dirait qu'elle est vraiment entre les deux pays, elle est ni en France ni là-bas. Elle est entre deux mondes, à la fois d'un point de vue géographique, mais entre deux mondes. Exactement. Entre la vie et les vivants et les morts. Parce qu'elle s'adresse aux morts tout le temps. C'est hyper intéressant ça aussi. Voilà, pareil, c'est entre deux qui est super intéressant. Et visuellement, ça tue. Hein, j'ai trouvé ça super bien tenu. C'est super classe. Les jeunes comédiennes s'en sortent plutôt bien. Même si
je pense que je vais paraître pour un vieux con et tout. Franchement, elle joue bien, hein, c'est pas le souci, mais je pense aussi qu'elles sont bien choisies et mises au bon endroit. Voilà, c'est souvent le cas au cinéma, non? Ouais, non, mais là, mais ça sera peut-être pas des actrices. Voilà, je pense qu'elles jouent des rôles qui sont assez proches de ce qu'elles sont. Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, là, pour le jeu des acteurs, je pense que Bonello, dans le film, c'est pas forcément ça. Il y a une vraie importance. Il a eu un très bon choix de personnes. Mais après, c'est vrai que pour moi, l'excellente actrice, c'est vraiment la tante. Qui elle puis fait des trucs super. Il y a une scène à la fin qui est vraiment incroyable. Et c'est, bon. Voilà, tout ça, c'est bien écrit, la musique, elle est top. Il y a une chanson, c'est une petite saloperie de merde. On est d'accord qu'elle reste dans la tête pendant toute la vie. Je vais vous mettre la chanson de Cocody Cocola, et puis ça sera terminé. Mais voilà, non, franchement, super film. Et du coup, soyons honnêtes, c'est pas un film pour tout le monde. Faut aimer les films lents, faut aimer les films un peu atmosphériques, et surtout faut aimer les films qui se livrent pas ouvertement. Ça mérite réflexion. Et le fait qu'il soit à Cannes et tout, moi, j'avais cette espèce de comment, quand on pense d'un truc. A priori, merci. Moi aussi, je trouve pas les en fait, moi, je trouve pas les miens, mais je trouve c'est les autres. Merci. D'a priori, comme quoi ça allait être un truc d'auteur chichiteux qui veut faire du fantastique. Donc, je partais vraiment avec cet a priori là quand j'ai vu le film la première fois, et c'était vraiment pas ça en fait. Il y a plusieurs films comme ça. Il y avait Atlantique aussi de Mati Diop, qui était aussi un film plus ou moins de zombie social, qui a beaucoup d'ailleurs de connexions même visuelles avec le Bonello, quoi. Donc c'était un peu un style. Il y avait Little Joe avec les fleurs là. Peut-être moins auteur, peut-être plus. Little Joe, alors je l'ai pas vu, mais ça a l'air ultra moi, je l'ai auteur. raté aussi. Et toi, alors Cyril? Quand même, justement pour préciser, l'amour du genre se sent dedans. Certes, c'est un film qui est aussi fantastique. C'est pas que ça, mais quand tu pars dans le fantastique, tu vois que t'as un mec qui il aime. Toute la différence avec le Jarmusch, en fait, quoi. Jarmusch, c'est rigolard. On m'a pas mal parlé aussi de Argento dans la description des le pensionnat. Des jeunes filles du pensionnat. Je pense que je vois pourquoi. C'est pas con. Mais juste pas visuellement. Ils n'avaient pas parlé de. Parce que moi j'ai beaucoup pensé à Voodoo de Tourneur en fait. Oui, aussi, oui, bien sûr. Qu'on avait vu récemment. Comme on en a parlé déjà. Tous les plans dans toi, Cyril, t'as aimé alors? Bonello, moi j'avais juste vu comment il s'appelle Nocturama, parce que c'était au boulot machin et tout. J'avais trouvé ça pas terrible. À part il y a une fulgurance, ceux qui l'ont vu, je sais pas si vous l'avez vu. Il y a la musique de Amicalement le Vôtre là, qui démarre. Il y a une séquence complètement ouf avec cette musique, et là je me dis putain. C'est con, elle est touchée à quelque chose, et bon, c'est pas ça tout le reste et tout. Non, j'ai pas aimé Zombie Child, je préfère pas faire. Fais pas ton Xavier. Non, je sais pas. Voilà, mais je vois très bien, mais en fait, moi, c'est juste ça m'a saoulé en fait. Je sais. Et j'avoue, je l'ai regardé un peu en faisant autre chose. J'étais sur Pornhub en même temps que je regardais le film, et du coup, j'étais un peu. Non, je rigole. Non, mais. Fap. Non, par contre, je me suis réfléchi. Bon, après, c'était un peu un bon mot, comme vous direz Eric Nehoff du Figaro, mais. Oula. Après les Zombie Walk, voici les Zombie Walk. C'était un peu ce que j'ai pensé en voyant le film. C'est un peu un film Génération Walk qui parle de zombies. Voilà quoi, il y a un peu. Non, moi je suis pas d'accord parce qu'en plus. C'est comme ça. Ce dont parlait Xavier au début là, que le procès de la zombification, le film commence là-dessus. Et le film, je spoil pas, c'est le premier plan du film. C'est un poisson, un foubou qui est en train d'être découpé. Et enfin, alors il y a une excellente émission là-dessus sur un podcast de France Culture qui s'appelle La Mort Vivante, où il y a un des épisodes qui parle de zombies et qui raconte comment est fait la poudre de zombies. Et là, vraiment, on voit, c'est exactement comme ça. Donc il y a un truc vraiment. Ah, quand je dis zombie walk, c'est pas le plat. Hein, Mon Dieu. Putain, tu commences l'année 2020 sur la meilleure blague de 2019. Chapeau. T'as mis la barre haute là. Voilà, okay. Moi, je parle vraiment de la génération walk, attention. Donc bref, du coup. Il est mort de rire alors. Du coup, mais encore une fois, je vais faire le parallèle avec Jarmusch. Jarmusch, il se dit les zombies, c'est des trucs. C'est pour les débilos, voilà. Je vais faire un film qui se fout là, de la gueule. Là, tu vois, ça revient non, aux sources du truc. Ça, je veux pas casser vos délires. C'est pas notre délire. C'est pas pour moi, et je dirais pas que c'est nul parce que c'est pas nul. C'est un plutôt beau film, tu vois, et avec des ambitions et un point de vue, et donc c'est louable, on peut pas critiquer ça. Non, mais c'est pas un film pour toi. Et je pensais pas que tu le regarderais. Des fois, je peux être surpris à des trucs atmosphériques qui me font plaisir et tout. Après, peut-être que tu l'as vu en salle ou en vidéo, toi, Véronique, en salle, ouais. Et toi, Xavier? Moi en vidéo. Je pense qu'en salle c'est un peu différent, je pense. Tu vois, même Atlantique de Matty Diop. Moi j'aurais aimé le voir en salle. Atlantique j'ai pas aimé du tout, mais j'ai même plutôt détesté. Mais je me dis putain, il y a des images qui sont très belles en salle. C'est con, je pense que t'aurais beaucoup aimé le film d'ailleurs. Ouais, je l'ai loupé aussi. Ouais. Tu devrais voir l'Apollonide.
Ça me donne vachement envie celui-là. Mais en plus, parce qu'il a l'air un peu plus ouvert. Je pense que c'est plus narratif, la Polonide, pour le coup. Moi, je l'ai pas vu, mais du coup, je suis très très curieux de le voir. Et Nocturama, c'est con parce qu'il y a un truc dans le film tout le long, je me dis, c'est nul. Et cette séquence, je me dis, putain, le mec, il est ouf. Il y a un côté un petit peu la mort a pendu à neuf et tout. Il y a des trucs un peu foufou dans le film. Je trouve dans Zombie Child, il réussit ce qu'il a raté dans Nocturama, c'est-à-dire des portraits d'adolescents. Et dans Nocturama, c'est des petits bourgeois, on s'en fout. Ça sonnait faux, quoi. Ouais, on s'en foutait. Par contre, c'est encore des bourgeois là. Bah ouais, mais. Je crois que dans Nocturama, alors j'ai pas vu Nocturama, mais je veux le revoir. Je veux le voir depuis très longtemps, depuis qu'il est sorti, parce que j'aime beaucoup Bonello. Mais je crois que la vacuité des adolescents dans Nocturama, c'est tout le projet du film. Justement. Oui. C'est qu'en fait, c'est à nous. C'est le spectateur qui projette ce qu'il peut y lire. Et le film est vraiment, je crois, conçu comme une espèce de miroir justement sur la façon dont on juge cette génération, si on les juge justement coupables ou si on les juge victimes, etc. Je crois qu'il y a tout un processus là-dessus. C'est ce qui fait que le film, je pense, a beaucoup divisé d'ailleurs, mais je ne l'ai toujours pas vu et je suis très curieux de le voir. Moi, je pense que j'aime Bonello. J'ai pas encore vu le film de lui qui va me réconcilier, mais je pense que c'est vraiment un bon et j'ai juste pas trouvé vraiment un bon film. J'en ai vu que 2, donc ça, j'ai de la marge. Il a fait un Gainsbourg aussi. Non, il a fait Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, je suis con, putain. Saint-Laurent. Je pense que les Saint-Laurent, ça peut être pas mal aussi. Je pense qu'il doit être beau ce film aussi. Il est bien, magnifique. Très bon. Donc j'ai envie de voir ces films. Voilà, mais je sais que je suis persévérant, hein, je lâche pas l'affaire. Hein. Mais je te rassure, c'est ce que je disais, Zombie Child, c'est vraiment pas pour tout le monde. Hein. Faut vraiment aimer. Ça, je préfère le dire clairement ou de faire semblant de dire. Mais que comme les gens, les gens connaissent nos goûts, si vous aimez plutôt les films de Cyril. Voilà, c'est ça, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a des goûts différents et c'est mieux que d'un point de vue unique et finalement ce serait un peu triste. Tout le monde serait d'accord pareil. Ceux qui savent, qui se disent Cyril, j'aime pas ses goûts, ça va me plaire. C'est bien de clairement, voilà quoi. Je suis le bourrin de service. Et du coup, t'as choisi quoi? Du coup, mon film, c'est un truc de bourrinos. Un truc de bourrinos, c'est parce que j'ai compris. Apparemment, je vais être un peu le seul à le défendre, si j'ai bien compris. Je l'ai pas vu. Et tu dis que c'est moi qui ai rien vu? Oh, ça va. Donc, je vais parler d'un film de zombies. Tiens, on est moi, je l'ai vu ton film. Moi aussi. Je dis d'abord ce que je pense. J'aurais préféré voir Suite Véro. Je pense que Laurent détesté, je ne sais pas pour Xavier, mais ça s'appelle Little Monster, un film de A.B. Forsyth, un film australien, réalisé par un Australien, un film de zombies, comme je disais tout à l'heure. L'histoire est assez simple finalement. On suit Dave, un gros loser qui pense que profiter de la vie, qui s'en fout un peu des autres et tout. Et en fait, alors je schématise rapidement, il va tomber amoureux en gros, il a juste envie de sauter la prof de son neveu, en fait, l'institutrice de son neveu, donc qui est à l'école maternelle. Et du coup, par un truchement de situation, il arrive à se faire plus ou moins accepter comme étant un garde, genre une sorte d'adulte accompagnant pour aller à une sortie scolaire dans une sorte de zoo, quoi. Et en fait, pendant qu'ils vont là-bas et qu'il essaie à tout prix de draguer la meuf et il n'y arrive pas et c'est un gros loser, il y a une base militaire à côté où des zombies vont s'échapper et du coup, tout le monde va se faire attaquer par les zombies dans le zoo. Et du coup, ils vont essayer lui, la prof et d'autres gens, de les garder les gamins hors de tout ça et de leur faire croire qu'en fait tout ça n'est qu'un jeu, un peu comme La vie est belle de Roberto Benigni. En fait, à chaque fois, ils vont essayer de trouver des explications pour faire en sorte que les gamins ne croient pas que c'est des zombies, que les gens sont en train de se faire bouffer. Voilà. Donc il y a tout un subterfuge tout le long du film pour arriver à ça. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est juste, je trouve ça, et je sais que Laurent va être pas d'accord, juste hilarant. Je me suis mis taper des barres devant le film. C'est le genre d'humour que j'aime bien, où ça va très loin, c'est assez méchant. Il y a par exemple un personnage genre à la Pee Wee Herman, une sorte d'animateur pour enfants qui est super rigolo, mais à côté de ça, il déteste les gamins. Ça, souvent, on l'a vu plein de fois, mais là, je sais pas, il a vraiment une certaine méchanceté. D'ailleurs, il y a une sorte d'acolyte qui gère une sorte de peluche, une sorte de Kermit et tout. Il y a tout un délire là-dessus. Le film est très très violent, enfin très gore par beaucoup de moments, et voilà, très, très drôle. Et je vais donc parler un petit peu d'une des forces du film, qui est son actrice principale, donc Lupita Nyong'o, qui joue donc la professeure Miss Caroline. Alors vous la connaissez beaucoup, surtout je pense pour ses rôles dans les Star Wars, les 3 derniers Star Wars, dans Black Panther et dans Us, mais elle avait aussi joué dans 10 Years a Slave, et c'est une actrice qui je trouve assez douée généralement, mais là qui porte le film par sa beauté, par sa candeur, par sa joie. Il y a un côté, elle est la pureté, la naïveté, la gentillesse, qui va faire en sorte que ces gamins ne vont pas sombrer dans la folie en voyant tous ces zombies. Elle est resplendissante et tout. Le rôle de Dave, donc le loser qui cherche à la sauter, c'est Alexander England. Alors il n'avait pas fait grand chose avant, il avait fait un petit rôle dans God of Egypt. Il joue dans Down Under, qui est le film qu'a fait A.B. Forsyth avant donc Little Monster, et il a joué un petit rôle dans Alien Covenant. Le
le sort de Pee Wee Herman, l'animateur pour émission pour enfants, qui est en fait un gros connard. C'est Josh Gad. Il a surtout fait des voix genre L'Arche de Glace 4, Marmaduke, pour ceux qui connaissent. Il a fait Olaf dans La Reine des Neiges, voilà, beaucoup de séries télé. Et c'est lui qui joue le rôle de Steve Wozniak dans le Jobs. Alors pas le Jobs de Danny Boyle, pas le bon, le mauvais, celui de Joshua Michael Stern. Voilà, Abbey Forsyth, donc c'est pas son premier film, il avait fait 2-3 autres trucs avant, il est surtout connu comme acteur. Et un truc intéressant à dire, c'est qu'il a été signé, alors ça sera peut-être pas fait parce que l'histoire du cinéma est comme ça, pour réaliser le prochain Robocop Returns. Voilà, quoi. Ouais. On a tous envie de voir un nouveau Robocop. Surtout par lui. Bon, alors, avant que Laurent déverse son fiel, voilà, je voulais juste te dire que c'est le genre de film que j'adore, c'est très 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 drôle. Le film n'est pas sorti en salle en France, à part il y a eu une sorte de micro-événement avec CGR où il y a eu sur une journée des projections le soir dans plein de CGR de France. C'était une exclue CGR. CGR font ça maintenant de temps en temps. Ils ont un film qui sont les seuls à avoir, ils le mettent dans leur ciné. Mais là, après, c'était ciao. une journée, quoi. Voilà, c'était juste même pas une projection un soir et c'est tout. C'était injouable, quoi. Et après il est sorti en e-cinéma, donc de la VOD premium on va dire quoi, en fin octobre je crois, ou fin novembre, je sais plus, bref. Je le voulais vraiment pour le pif et malheureusement il a été disponible avant, donc on n'a pas pu le montrer. Et donc voilà, d'abord Xavier, parce que Non, Laurent, je t'en prie. Non, mais je vais pas. on a pu détester ce film-là en je fait. vais pas épiloguer des heures. Je déteste pas. Franchement, je déteste vu pas. comme tu en parlais jusqu'à maintenant. C'est juste que en fait, j'ai 20 km d'avance sur absolument tout ce qui se passe dans le film. Il y a absolument rien de surprenant. C'est pas les zombies, c'est intéressant. Moi, c'est vraiment l'humour qui m'a plu en fait. Alors moi, il y a 2-3 trucs qui m'ont fait marrer, mais globalement, pareil, je trouve que en termes de comédie zombie et de zomcom, comme on dit, je vois pas grand-chose de nouveau. Vraiment, oublie les zombies. Moi, c'est vraiment le personnage de Dave qui m'a vraiment botté en fait. Moi. Il m'a un peu cassé les bonbons dès le début du film parce qu'en fait, c'est pas écrit de façon très subtile, on va dire, n'est-ce pas? Ça me plaît. Donc, du coup, le personnage est il est con, voilà, il est con. Donc moi, les personnages cons, ça va bien dominer. C'est un sale type. Et puis on voit d'avance comment tout ça va se terminer, comment lui va évoluer. Voilà, il y a zéro surprise. Les quelques surprises, c'est justement pour moi, c'est le côté zombie. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a des caractérisations de zombies assez rigolotes et très connes, comme le zombie qui bouffe le porc-épic, qui se balade après pendant tout le film avec les pics du porc-épic plantés dans la gueule. Voilà, des idées comme ça me font rire, mais globalement, déjà, je trouve ça vraiment tellement prévisible que je me suis emmerdé. J'avais vraiment envie de le voir. Et voilà, je trouve que Lupita Nyong'o est le seul avantage du film parce elle a pas autant de trucs à incarner que dans Us. Oui, non, ou dans d'autres films, mais elle est vachement bien et tout. Et de savoir que c'est ce gars-là qui va faire le prochain Robocop, ça me fait mal au cul. On s'en fout des Robocop, c'est tout pourri maintenant. Non, mais attends, alors déjà, le problème c'est qu'il y a eu un excellent réalisateur qui a fait un remake de Robocop, il s'est planté. Alors si on file ça à un mauvais maintenant, alors laisse pas être surpris des fois. On peut être surpris. Adrien a bien fait l'échelle de Jacob. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais c'est l'exemple que tout le monde sortira un jour. C'est le seul, mais oui. Donc voilà. Allez, vas-y, défonce-le. Alors, Little Monster est un film que j'avais très envie de voir parce qu'il avait quand même de super retours. Plein de prix dans plein de festivals. Voilà. Et puis surtout, ce que toi t'avais écrit dans notre petit tableau. C'est vrai. Voilà. Du coup, j'étais très très curieux de le voir. T'avais mis quoi déjà ? 6 sur 6, j'avais mis. Mais il avait écrit un commentaire, mais dithyrambique dans notre tableau de la proc du pif, mais un truc. J'étais là, je fais putain, ouais, je veux le voir. Puis, ah merde, il sort ici. Bon ok, tant pis, je le verrai pas. Voilà. Bon, finalement, l'occasion s'est présentée. Je m'attendais pas à ça quand même. Je m'attendais pas à ça, soyons honnêtes. Tu sauras maintenant quand tu mets 6 sur 6. Ah non, mais sur Extraordinary, j'ai mis 7 sur 6 même. Non, mais c'est juste que je m'attendais pas à ça du tout parce qu'en fait, je m'attendais à un film de zombies. Alors, du coup, j'ai été un peu circonspect de voir ce que j'ai vu. C'en est un aussi. Ouais, mais on s'en fout la partie de zombies. Mais c'est pas un film pur de zombies, c'est une comédie romantique. C'est une comédie romantique, voilà. C'est une comédie romantique avec un moment avec des zombies, mais on pourrait refaire exactement le même film avec n'importe quelle catastrophe. Des terroristes ou je sais pas quoi. Oui, des terroristes aussi. On peut. Enfin, c'est très interchangeable en fait. C'est qu'en plus, il y a même à un moment donné, il y a un truc narratif où ils ont besoin de ne plus avoir de zombies parce qu'ils ont besoin de développer leur personnage. Comme on fait, on les enferme dans un truc où les zombies peuvent pas rentrer. Et là, il y a les zombies dehors. Et c'est vraiment aussi à l'image du film. Les zombies sont derrière les fenêtres.
Les gens parlent. De temps en temps, il y en a un qui tapote la fenêtre, il y en a un qui fait Gah. Et puis t'as la comédie romantique qui continue à se T'as envie dérouler. qu'ils fassent quoi les zombies qui ouvrent la porte et qui rentrent Bah, si tu veux, oui. J'ai à un moment donné, on voit qu'à un moment donné, juste le truc, c'est que les zombies sont juste là pour être utiles quand il y en a besoin pour faire une scène de zombies. J'ai une question parce que j'ai vu la bande-annonce, donc c'est un peu comme si j'avais vu le film. Non, ils disent la meilleure comédie avec des zombies depuis Shaun of the Dead. Du coup, par rapport à ce que vous racontez là, parce que Shaun of the Dead, c'est un peu une comédie romantique aussi. Non, mais c'est une comédie romantique où l'utilisation de l'univers zombie a un vrai intérêt. Il y a un vrai. Tu peux pas enlever le côté zombie de Shaun of the Dead. Tu peux pas. Là, dans Little Monster, tu peux enlever les zombies. C'est vraiment pas ça qui m'a intéressé dans le film. Tu changes avec autre chose. Franchement, ça marche. C'est l'humour. Il y a aucun problème. Moi, l'humour m'a pas plus fait marrer que ça. Il y a 2-3 bonnes idées, effectivement. Le hérisson m'a fait marrer, quoi. Ça, c'était cool. Après, j'ai pas détesté le film non plus parce que Lupita. Bah oui, Lupita Nyong'o. Je fais mon coming out. J'aime beaucoup Lupita Nyong'o. Il est en train de tripoter un petit câble d'un air. Elle est tellement qu'elle fait du ukulélé, machin tout. Il y a un côté, tu te dis, je vais sur ma prof et tout. C'est un film musical ou pas ? Non, c'est pas un film musical, mais en fait, ça fait partie de ces films où en fait, t'as un personnage qui est très bien incarné. Et du coup, t'as une vraie empathie pour le personnage. Et du coup, c'est Lupita Nyong'o qui tient tout le film sur les épaules. Juste par la grâce de son jeu et de sa présence, c'est juste pas du tout par l'écriture. Pas du tout par l'écriture. Et du coup, il y a plein de scènes en fait qui fonctionnent et qui arrivent à créer de l'émotion. Mais en fait, c'est elle, sa manière de jouer le truc. C'est pas tant la scène, c'est elle, parce qu'elle a un moment. Enfin, c'est juste, elle va avoir le sourire, certes au bon moment, mais il y a un truc qui fait que dans son jeu, c'est super cool, c'est mignon, et du coup, c'est vraiment sa performance d'actrice qui, je pense, est responsable de cette. Et si elle avait eu en face du répondant, si elle avait eu en face d'elle un acteur qui est capable de susciter le même truc, vraiment un truc attachant. Il y a un moment qui m'a fait beaucoup rire quand même, si je m'en rappelle, parce qu'il y a un moment pour le coup assez MeToo. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un personnage qui lui fait une grosse remarque sexiste. Et dans la plupart des films, tu t'attends à ce qu'il y ait un petit peu genre une désapprobation. Non, elle attend même pas la fin. Elle lui met une énorme mentale dans la gueule que tu vois pas venir, mais d'une force ultra violente. Ça, j'ai bien kiffé. Après, nous rappelons que la violence n'est pas la réponse à tout. Exactement. Non, mais là, ça fait du bien. Mais non, mais voilà. Mais je pense que la réputation du film tient beaucoup en fait à son actrice principale. Alors, je tiens à dire aussi que c'était pas forcément mon film préféré. J'adore ce film. Oui, là, on parle des oubliés. On sait pas. Voilà, j'aurais parlé de Crawl, qui pour moi est un de mes films préférés de l'année. Mais Laurent en avait déjà parlé. Moi, je pense que tu aurais pu le prendre parce que du coup, tu aurais donné ton. Ouais, mais autant donner des nouveaux titres. Non, mais je préfère pas parce que j'aurais été obligé de le voir et ça m'aurait fait chier. Non, mais il est bien Crawl. Moi, j'ai perdu mon corps, dont j'en ai beaucoup parlé, que j'adore aussi. Once Upon a Time in Hollywood. On en a parlé d'ailleurs ou pas de celui-là Non, je crois pas. C'est pas fantastique et c'est pas bien. On pourrait dire que c'est fantastique dans le sens où c'est une dystopie. Oui. Papy Shack, j'ai pas parlé aussi, qui est un grand film aussi, mais qui est pas fantastique. Jolie Parabellum, Ne coupez pas, j'avais mis dans la liste aussi. Captive State aussi, que je trouve dément, et merci encore Laurent d'en avoir parlé. Alita, on n'en a pas beaucoup parlé d'Alita, non, je crois pas. On a fait une émission sur le film de Renaud que j'ai adoré. Et je voulais parler de Sorry to Bother You à la base. Et comme Laurent détestait, je me suis dit bon, je vais éviter. Finalement, il a détesté aussi Little Monster, donc j'aurais peut-être pu en parler. Non, honnêtement, sur l'échelle de la détestation. Non, je veux dire, Little Monster, c'est assez différent. Enfin, c'est un peu comme un P sur une pointe serrée, tu vois. Sorry to Bother You, j'ai juste envie de casser l'écran. Pourtant, c'est tellement ouf ce film. Bref, voilà, et vous, Laurent et Xavier, vous aviez d'autres films pas oubliés, mais que vous avez envie de caser pour ceux qui auraient pu les louper en 2019 ? Je les ai déjà mentionnés, du coup, moi, essentiellement, quand même. C'est-à-dire Les Enfants de la Mer, qui est Captive State, qui est Les Enfants de la Mer, qui est un des plus beaux films animés que j'ai vu de ma vie en matière d'ambition, d'animation, etc. Et puis Captive State, qui est pour moi un nouveau classique, petit classique de la science-fiction. Les gens en reparleront plus tard, je pense que c'est mal fait reconnaître, mais les gens diront putain, c'était mortel ce machin et tout, mais plus tard, je pense. Et puis qui ne fait que confirmer que Rupert Wyatt est un putain de cinéaste et qui n'a pas encore eu le projet qui va le faire exploser. J'espère que ça va arriver à un moment ou à un autre parce que le gars, je pense, est un petit surdoué. Non, moi j'aurais pu rajouter un film allemand qui s'appelle In My Room,
qui est assez étonnant. Alors c'est lent. C'est sorti en France, ouais, c'est sorti en France. Ouais. C'est lent, c'est avec un perso. Voilà, c'est tout ce que Cyril. Un film Xavier. Voilà. Mais c'est une fable écologique qui est assez fascinante. Sorti quand? Parce que ça me dit rien du tout ce truc-là. Oh, je sais plus exactement. Les genre milieu d'année, fin d'année, début d'année. Non, plus début. Ouais. Et toi, Véronique? Bah moi je dirais, alors vous allez hurler, mais moi j'ai beaucoup aimé Glace. J'ai pas trop aimé, mais c'est que j'ai oublié ce film là. En pas fantastique, El Reno aussi qui était quand même assez ouf. C'était bien ça. Kroll aussi, Midsommar évidemment, on l'a pas cité. Midsommar, moi j'ai détesté, mais après ça va pas être un oublié en fait. Et voilà. Midsommar, Non mais c'est pour ça là, c'est plutôt dans les tops. Hein, et sinon le film qui m'a le plus bouleversé en 2019, c'est quand même Portrait de la jeune fille en feu, donc ça n'a rien à voir avec le fantastique, mais moi ça m'a mis les poils. Pas vu. Ah oui, j'ai pas du tout aimé. Très envie de le voir, moi. Par contre, parce que justement, il a détesté et je me dis, et là, c'est un film pour moi. On se rejoint sur Zombie Child, donc voilà, normalement ça devrait aller. Moi j'ai la foi, moi. C'était dur ça. Et en pas genre, The Irishman. Voilà. Toujours pas vu. Il faut le caser quoi quand même. Faut le caser, mais c'est celui-là j'ai vu 10 minutes, mais c'est tellement nul qu'en fait c'est de la merde. J'ai lu pas mal de trucs. Ouais, pour un film de quasi 4 heures, je crois. 3h30. Ouais, bah oui, forcément, mec, si t'as vu 10 minutes, franchement, moi j'ai préféré voir le petit Gregory Specken, que j'aime pas Scorsese, donc je préfère voir ça non, c'est une bonne grosse claque et c'est Scorsese. Enfin, c'est un film de mafia de Scorsese, donc on s'attend à un truc ultra speed et clinquant, c'est tout l'inverse. En même temps, c'est pas parce que Scorsese est devenu vieux et qu'il a perdu sa vista, c'est juste parce que le film raconte autre chose avec d'autres personnages et qu'il a adapté ça, comme tout grand metteur en scène intelligent, il a adapté sa mise en scène à ses personnages pour mieux en dégager les émotions et tout ce qu'ils vivent. Et à ce titre, le film est vraiment très grand. C'est le seul film de mafia de Scorsese qui me prend aux tripes pour le sort des personnages. J'adore Casino et Les Affranchis pour l'excitation cinématographique qu'il me procure et pour le côté fable morale implacable, mais c'est pas des films où je me dis oh les pauvres il leur arrive ça et tout. Là dans The Irishman, vraiment à la fin du film t'es pas bien, t'es à la limite de chialer, voilà, il y a une vraie émotion super forte qui se dégage, et puis le de-aging, donc le rajeunissement numérique des personnages est chelou les 10 premières minutes et puis après on l'oublie. Et c'est beaucoup dans le film ça? C'est une grande partie du film. Ah bon? Ouais. En fait il est en plusieurs étapes. Les scènes où De Niro est très très jeune pendant la guerre, t'as une scène. D'ailleurs, je me demande même s'il n'y a pas des scènes coupées, d'ailleurs, des trucs qu'on voit dans la bande-annonce et qu'on ne voit pas dans le film final. Et après, c'est plus intermédiaire. Et du coup, c'est plus subtil. En gros, c'est une fois l'Amérique de Scorsese, non? C'est un peu le délire. Je sais pas, j'ai pas vu le film. Non. Le film, mais non. Non, pas vraiment. Plusieurs époques et tout. Non, c'est pas il y a plusieurs époques, mais au-delà du fait que ça dure 3h30 et qu'il y a plusieurs époques et qu'il y a des acteurs en commun, sinon ça n'a pas. Et pourquoi il n'a pas été financé par les studios? Alors, tu vois le truc, maintenant que tu l'as vu, tu comprends pourquoi. Ouais, parce que c'est un film sur des vieux. Qui dure 3h30 et qui coûte cher, et donc les mecs se sont dit personne va vouloir aller voir ça parce que Marvel, etc. Et il y a eu un papier très intéressant, un édito dans Le Monde cette semaine sur le site du Monde, je sais pas s'il est aussi dans le journal, mais bref, sur justement le fait que oui, certes, The Irishman n'arrive que sur Netflix et n'est donc que visible sur votre télé, c'est une malédiction, mais en même temps, ça montre bien que les studios ne sont plus prêts à prendre des risques et surtout à avoir envie de raconter des belles histoires. Ils ont tout ce qu'ils veulent, c'est assurer le cash flow et les retours sur investissement, et que du coup, on peut dire ce qu'on veut de Netflix, mais dans le cas présent, c'est une bénédiction que quelqu'un comme Netflix ait la force de frappe budgétaire pour aller dire oui, et aussi la réflexion de se dire nous on va aller chercher ces trucs audacieux que les studios ne veulent plus produire pour amener les gens sur notre plateforme. Donc on peut dire ce qu'on veut de Netflix. Moi, grâce à eux, j'ai vu un excellent film que j'aurais pas pu voir à un autre moment, un truc assez légendaire fait par un réal légendaire avec des acteurs légendaires et des performances légendaires. Rien que pour ça, merci. Voilà. C'était beau. Ouais, mais je suis pas tout à fait d'accord. Mais... Non, mais vas-y, parlons-en. Non, en fait, je me dis, les studios, s'ils cherchent aussi à faire des choses efficaces, c'est parce que les gens ne vont pas en salle pour voir certaines choses, certaines propositions plus audacieuses. Alors que si on leur amène sur leur canapé, ils vont peut-être plus tenter. Il y a tellement d'exemples, il y a tellement d'exemples de films, comme tu dis, qui n'ont pas trouvé preneur alors qu'ils sont mortels. Moi, je pense tu vois, l'effort d'aller en salle voir un poule. film et payer sa place 10 balles alors que tu payes ton abonnement de Netflix 10 balles, derrière, tu t'en fous de comment sont rémunérés les artistes. Mais toi, tu as payé juste 10 balles. Donc, tu vas tenter le film de 4 heures sur la mafia. Par contre, aller acheter ton ticket, machin, tu vois, c'est pas le même investissement pour la personne.
cinéma reste fort pour moi, c'est le côté démarche, c'est ça. sortie quoi. Mais je pense que c'est le fait la poule, c'est-à-dire qu'à une époque les gens allaient voir ces films-là au cinéma. Donc est-ce que ces gens ne vu plus voir ces films au cinéma parce qu'on les a habitués à voir autre chose au cinéma? Ça, parce qu'on a arrêté de proposer ces films. Mais vraiment qu'on fasse des débats. Voilà, ce que je veux dire, c'est que je comprends complètement ton point de vue, je peux l'entendre, mais que quelque part, moi, la seule chose qui m'importe, c'est le résultat final. Dans les salles, on voit plus trop de films comme The Irishman. Tu vois, silence. Je sais que des gens regardent sur Netflix des choses qu'ils n'iraient jamais voir en salle. Et j'en suis sûre. Genre, typiquement, le cinéma de genre et les films d'horreur, les gens ne vont jamais en salle. La plupart des gens, en tout cas, ne vont pas, à part les adolescents, ne vont pas voir en salle des films d'horreur. Et ils vont dire, je vais me faire un petit film d'horreur sur Netflix. Oui, pourtant, après, le problème, c'est que sur Netflix, puis le problème, c'est que sur Netflix, il y a quand même beaucoup de mauvais films d'horreur. Et ce qui est marrant, c'est que je pense qu'il faudrait mieux garder ce débat pour une autre fois. Mais surtout, ça reboucle avec ce que tu disais tout à l'heure. Les gens ne font plus d'efforts. Voilà, ça arrive sur un plateau. Ce qui serait bien, Véronique, c'est qu'on fasse une émission de débat où on découvre le jour même, le soir même, le débat. En fait, que tu trouves des thèmes et qu'on découvre en même temps que l'émission, le thème. C'est rigolo, tu vas me mettre une charge mentale de ouf. Ah merde, je suis assez d'accord avec toi parce que, restons sur Scorsese, je reviens sur Silence, qui je trouve est un film extraordinaire et qui est sorti dans une indifférence générale. Moi, je l'ai vu. Personne n'est allé le voir. C'est un bon exemple par rapport à... C'est vachement bien. Et que je trouve le film complètement dingue. Et après un film comme ça... Attends, le mec fait Le Loup de Wall Street, carton mondial. Après, il fait Silence. Du coup, on lui dit Silence, t'as vu, ça a pas bien marché, ça a coûté cher. Du coup, The Irishman avec De Niro, Pacino, Joe Pesci, tu vas le faire. Non, en fait, tu le feras pas. Enfin, c'est complètement dingue, en fait, cette façon de juger sur le film précédent, de penser à la rentabilité immédiate. Hollywood, tu peux être blacklisté du jour au lendemain alors que t'as fait un mauvais film. Mais là, on parle de Scorsese. Le mec est une légende du cinéma lui tout seul. Il y a un problème sur les vieux et Hollywood. Vieux dans le sens, les acteurs disent qu'ils ont du mal, et les acteurs femmes en plus ont du mal à trouver du boulot d'un moment. Il y a un côté, effectivement, on veut plus voir ces gens-là. Et c'est marrant bizarre, parce que, en fait. Et d'ailleurs, alors il y a un côté assez troublant dans le film, c'est que le film souffre de ça parce que quand les acteurs se jouent eux-mêmes plus jeunes, certes leur visage est rajeuni, mais pas leur corporalité. Pourtant, il y a un bonus sur Netflix où ils discutent de ça tous ensemble, qui est quand même assez ouf. T'as quand même autour de la table, t'as Scorsese, De Niro, Pacino, Joe Pesci qui discutent de l'expérience du film, donc rien que pour ça. Et ils parlent justement du fait qu'il fallait qu'ils fassent très attention à leur corporalité quand ils se jouaient plus jeunes, parce qu'ils descendent plus un escalier comme ils descendaient quand ils avaient 40 ou 50 ans, tu vois. Mais pourtant, tu le vois quand même. Je vois De Niro quand il est plus jeune en train de marave un mec, je dis, on dirait un papy qui est en train de défoncer un mec quand même. Enfin, donc c'est assez troublant, mais en même temps, du coup, ça alimente toute une réflexion sur l'âge à l'écran, etc. Non, le film est passionnant, le débat qu'il ouvre est passionnant, et je crois que c'est un débat qui n'a pas de réponse. Et le comble dans tout ça, c'est que The Irishman avec des nobody, personne ne le regarde, même pas sur Netflix. C'est clair, ouais. Avec des nobody. Personne en anglais. Ça alors, juste, pourquoi dire nobody? Parce qu'en fait, il y a une lettre en trop. C'est la hype, c'est pas la hype. Les gars, je suis woke. Bon, allez, on termine avec de la musique, Cyril. Et tu nous as fait la surprise cette fois-ci. Tu n'as pas rempli ta case dans le petit tableau. Parce que j'ai pensé cet après-midi à la musique. Je me suis dit, comme c'est les émules des tops, il faut que je passe à une musique de 2019. D'un film de 2019, d'un film qu'on aurait pu voir, qui aurait pu être dans les tops. Et on va écouter Rappan Rappy Rap. Ah, The Man Who Feel No Pain. La musique principale du film The Man Who Feel No Pain par Benny Dayal. J'adore. Voilà, un morceau qui, quand on a vu le film, reste dans la tête longtemps après. Et voilà, donc c'est un film qui a fait beaucoup parler au pif, qui malheureusement n'a pas été vu par beaucoup de monde, je pense. C'est dommage, qui est visible, je crois, sur les plateformes des votes. Je sais pas s'il est sur Netflix. Je pense si il est sur Netflix. Il est sur Netflix. Donc n'hésitez pas à aller voir The Man Who Feel No Pain, et on va écouter du coup le morceau entêtant. Ça va vous donner envie de refaire tout de suite un réveillon pour la passer en soirée. En fait, elle est vraiment mortelle, et je pense que la mettre en rotation dans la musique comme le film, ça donne la pêche et tout. Un dimanche matin, ça avait bien fonctionné. Tu l'as vu, Laurent? Non, toujours pas. Bah, écoute. Il est sur ma wishlist Netflix. D'accord. Donc Rappan Rappy Rap par Benny Dayal. Bon, rendez-vous dans 2 semaines. Encore bonne année à tous. Bonne année. Bonne année.
बे देखी कोली थी बे थाकी तीखी थाकी थे डरता तो मैं शेर से भी नहीं रे पर कॉकरोच के आगे क्या करे तू मिस्टर इंडिया नहीं नहीं उड़े उड़े चले चले to a galaxy far far away उड़े उड़े चले चले आज मेरी स्पेसशिप में बैठ जा रे उड़े उड़े चले चले back to the future हुआ है उड़े उड़े चले चले dos tres hey रप्पन रप्पिरप अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर रप्पन रप्पिरप you be ready with आंखों का लेजर रप्पन रप्पिरप अपने फ्रिज में तो ड्रैगन जमा कर रप्पन रप्पिरप ये बंधन तो है प्यार का बंधन है खिला खिला के 60 कर दूंगा 30 का भी सीधा 60 नहीं होता 30 40 50 60 किबरे बाबरे बुबरे बाबरे बिबा बुबा बिग ट्रबल लिटिल चाइना कराटे चॉप एंटर द ड्रैगन फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर मेरे पास छुट्टा नहीं नहीं उड़े उड़े चले चले मोगली को शेर खान से बचाने उड़े उड़े चले चले ड्रैगन स्टेज में हरा के दिखावे उड़े उड़े चले चले आए बड़े कीड़े पैकमैन को खाने उड़े उड़े चले चले हिमा रेखा अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर रप्पन रप्पिरप you be ready with आंखों का लेजर रप्पन रप्पिरप अपने फ्रिज में तो ड्रैगन्स जमा कर रप्पन रप्पिरप ये बंधन तो है प्यार का बंधन है